Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va très bien. Petite nouvelle vidéo, enfin petite pas vraiment, plutôt une longue vidéo. Cette vidéo sera nommée, bon à peu près, j'ai pas encore choisi le titre, ça sera en tout cas un joueur de Ligue des Champions à suivre. Donc un joueur à suivre par club de Ligue des Champions, donc il y en aura 36. Je vais vous expliquer en vite fait le format de la compétition, pas en long et en large, mais en vite fait pour que vous compreniez. En tout cas, maintenant, c'est fini les 8 groupes de 4 équipes, c'est maintenant un seul grand groupe de 36 équipes. En gros, ça va fonctionner. Ce sera plus 6 matchs par poule, ça sera donc maintenant, chaque équipe affrontera 8 équipes. Deux équipes de chaque chapeau, bon, c'est assez compliqué à expliquer, mais en gros, chaque équipe fera 8 matchs. Donc des matchs à domicile, enfin 4 matchs à domicile, 4 matchs en extérieur. Et les 8 premiers de la grande poule seront direct qualifiés en 8ème. Et ensuite, du 8 au, il me semble, 24ème, donc les 16 équipes suivantes feront un tour de barrage. Une équipe affrontera une autre équipe et le gagnant, les 8 gagnants, donc des 8 matchs, seront aussi qualifiés. Bon, en gros, il y aura 16 équipes qualifiées. Bon, ça, je l'ai un peu mal expliqué, mais c'est parce que j'ai encore un peu du mal avec le format. Enfin, je le comprends, mais à l'expliquer, c'est vrai que c'est pas le plus simple. C'était beaucoup même plus simple à l'époque de 8 groupes de 4 équipes où juste ils s'affrontaient classiquement. Maintenant, 36 équipes, ils s'affrontent. Bon, bref. Je comprends pas trop de changements. Bon, si ce n'est pour faire plus d'argent, bon, ça c'est. Si ça les arrange, tant mieux. Mais moi, je suis pas forcément un grand fan du nouveau format, sachant que je trouve qu'il est assez fatigant pour les joueurs. Je trouve que c'est vraiment pour le pognon, le pognon, le pognon. Bon, c'est pas très rien de critiquer, mais je trouve que ça épuise un peu les joueurs. Et en plus, même avec la Coupe du Monde, qui aura plus de. Bon, bref, je trouve qu'ils veulent vraiment faire beaucoup d'argent, alors que moi, je trouvais ça déjà bien. Bon, c'est un renouveau, c'est bien. Peut-être qu'on va kiffer. En tout cas, ça fera plus de gros matchs, donc c'est quand même cool. Mais bon, moi, en tout cas, je suis pas un grand fan du nouveau format. Pour l'instant, en tout cas. En tout cas, pour l'aspect éthique. Après, pour l'aspect budgétaire, oui, c'est bien, effectivement, économiquement, c'est cool. Mais bon. Et pour les grands matchs, pour le football en soi, c'est bien. Mais moi, je suis pas forcément fan du concept. Donc voilà. Donc moi, mon but aujourd'hui, ça sera de vous présenter un joueur par club à suivre. Donc un joueur à suivre par club, pardon. Euh, et voilà. Je voulais aussi vous parler. Oui, maintenant en fait, je voulais faire une vidéo sur les pronos, sur mes pronos de chaque équipe pour ces grandes phases de groupe. J'aurais classé les équipes dans la phase de groupe, mais je trouve ça un peu compliqué à faire dans le sens que pas toutes les équipes s'affrontent. Il y aura pas forcément. C'est compliqué en fait à faire. J'ai essayé, j'ai commencé à écrire un truc et je me suis rendu compte que c'était pas forcément très pertinent. Autant à l'époque, dans des phases de groupe, donc 8 phases de groupe de 4 équipes, ça se faisait. Autant maintenant, c'est très très. Je trouve que ça servait à rien. Donc j'ai quand même travaillé dessus, mais donc j'en parlerai pas aujourd'hui. Bon, moi ça m'a fait apprendre un peu qui affronte qui. Bon, c'est cool. Pour savoir un peu les enjeux, les matchs importants, c'était cool. Donc ça reste toujours assez intéressant, mais donc je sortirai pas cette vidéo. Donc je l'ai remplacé par un joueur à suivre qui est beaucoup plus intéressant, je trouve. Et je vais aussi vous expliquer donc le nouveau format de mes vidéos. Donc je sais pas encore combien j'en ferai par mois, mais en tout cas j'aimerais bien faire un truc. C'est quelques vidéos, on va dire plutôt tranquilles, où juste j'allume la caméra, je parle un peu. Bon, je m'occupe au montage s'il y a des choses un peu moins bonnes, mais je voulais faire des trucs un peu plus proximité. Juste je parle devant la caméra, ça sera un peu long des fois, mais je trouve ça cool, je trouve ça plus proche. Donc voilà. Et je voulais faire peut-être une vidéo par mois un peu plus travaillée, par exemple avec des vidéos qui parleront de l'histoire de footballeurs, ou comme j'ai fait avec Mons, aller voir un club, etc., un reportage, mais ça, je pense pas qu'il y en aura un d'ici un moment. Et encore merci à tous pour ceux qui ont été voir le reportage et pour toute la force, ça a dépassé les 100 likes, 2000 vues, ouais. Donc merci beaucoup à vous. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que maintenant le nouveau format de vidéo, ça sera vraiment du. Je parle beaucoup à la caméra, c'est même un format qui est plus adapté au podcast techniquement, mais moi je trouve ça cool à faire. En tout cas, je trouve que ça rajoute une proximité. Et surtout, c'est plus tranquille. Moi j'aime bien en tout cas. Donc ceux à qui ça plaît, n'hésitez pas à regarder. Si ça vous plaît pas, vous n'inquiétez pas, il n'y a pas de soucis, c'est normal. Donc voilà, il y aura plus trop de coupures. Bon là j'ai déjà coupé 2 3 fois parce que j'ai envie de faire un truc quand même où je dis pas de n'importe quoi, mais bon on verra. Donc on va commencer directement. Moi j'ai fait par ordre alphabétique, mais donc de Z jusqu'à A. On va commencer par la première équipe. Donc les Young Boys de Berne. Donc j'ai choisi un joueur.
un Français en plus, Alan Virginius. Il a 21 ans, il est ailier gauche. Il a été prêté en provenance de Lille. Et c'est un joueur assez intéressant parce que déjà il a fait un plutôt bon départ ici à Berne. Il a déjà marqué un but face mon Galatasaray en barrage, donc en Ligue des Champions. Donc c'est pas trop mal. Il a mis un triplé en Coupe de Suisse. Bon, ça c'est pas le plus intéressant, sachant que la victoire est 10-0. Donc on va dire que c'était bon. C'est toujours bien de mettre un triplé, c'est sûr. Mais bon, c'était un match contre une équipe d'un rendement vraiment inférieur. Ça reste quand même pas mal. Ensuite, ouais, voilà, je vais mis sa valeur marchande. Bon, c'est pas forcément le plus significatif du niveau d'un joueur, je trouve. Surtout que c'est sur Transfer Market. Bon, moi, en tout cas, j'utilise beaucoup ce site pour avoir mes sources. Donc, 3,5 millions, écoute. Enfin, il est valorisé à 3,5 millions, ce qui est déjà pas mal pour son âge, parce qu'il a 21 ans. Il est droitier, 1m80, donc c'est un profil assez. C'est un joueur assez rapide en tout cas. Il est considéré déjà comme un futur crack. Bon, c'est sûr que c'est un peu tôt pour en parler, sachant que là il est à Young Boys, mais bon, c'est le but un peu des compétitions comme la Ligue des Champions pour les jeunes, c'est de se faire remarquer. Donc c'est assez cool. Il était indésirable en tout cas à Lille, donc oui, il a été prêté. Donc je sais pas s'ils l'achèteront, ce qui est possible, mais on peut pas encore savoir. Faut voir ce qu'il fait comme saison. En tout cas, pour l'instant, ça commence plutôt bien. Un but contre Galatasaray, c'est pas facile. Je sais plus du tout si c'était à l'extérieur, mais si c'est à l'extérieur, ça rajoute un truc en plus. Bon, en tout cas, ils avaient quand même gagné le match aller, je crois, il me semble 3-2 ou 2-1. Mais en tout cas, on va dire que ce qu'il a fait, c'est quand même un beau but. Hein. On va dire que c'était un peu le libérateur. Et voilà, franchement, il a fait un super match. Et il fait un plutôt bon début de saison ici. Sans oublier qu'il a pas fait, une si mauvaise saison l'année dernière à Lille. Il n'a pas extrêmement joué, mais quand il était là, quand il a fait ses entrées, c'était plutôt pertinent. De ce que j'ai vu en tout cas. Donc vous me direz les Lillois ce que vous avez pensé de Alan Virginius. Et voilà, donc je l'ai trouvé assez intéressant. J'ai noté que c'était un joueur qui savait provoquer des fautes. Donc j'ai vu que genre, quand il passe dans les petits espaces, c'est vraiment un joueur qui provoque la faute. C'est un joueur assez agaçant. Pour un défenseur à tenir, il va à gauche, à droite. Et donc il provoque plutôt bien la faute, c'est assez intéressant. Il fait des bons centres. Il fait des gros crochets aussi, j'ai vu, c'était plutôt pas mal. Vraiment, il part de gauche à droite, c'est pas mal. Il est vraiment explosif ce joueur. Donc voilà pourquoi je pense que ça sera le joueur à suivre du côté des Young Boys. Oh là, elle va être longue cette vidéo, hein. Désolé à vous, elle va durer un petit moment. Moi je sais pas encore combien de temps elle dure, mais je vois que là ça fait déjà 5 minutes et j'ai pris un club. Bon bref, passons en Allemagne à Stuttgart. Donc j'ai encore choisi un français. Bon, faut pas croire que je choisis juste parce que c'est des français, pardon. Je choisis parce que c'est des joueurs que je connaissais peut-être pas tous. Par exemple, je le connaissais pas, Virginius, mais j'ai appris à le connaître. Franchement, c'est un joueur qui est assez intéressant, assez charmeur. J'ai bien aimé son jeu en tout cas. Donc là, c'est encore un français, comme je l'ai dit, c'est Enzo Milo. Donc c'est un milieu offensif de 22 ans. Bon, vous connaissez hein, si vous avez suivi les Jeux Olympiques. Donc il fait 1m74. Bon, c'est pas forcément l'information la plus importante sur lui, mais c'est à noter. Parce que on sait que le physique d'un joueur, ça compte beaucoup dans son jeu, généralement. On en parlera plus tard, ça. Il est valorisé à 30 millions d'euros sur Transfer Market. C'est assez gros, mais vu la saison qu'il a fait l'année dernière, c'est normal. Moi, j'ai retenu aussi surtout sa magnifique performance aux Jeux Olympiques. Même si il prend en quart de finale un carton rouge contre l'Argentine. Donc il est remplacé par Thierry Henry. Et avant de sortir, il provoque un peu le banc argentin, ce qui lui a valu un carton rouge et même une bagarre. Donc, c'est un joueur qui a beaucoup de caractère et c'est ça qui peut peut-être. Après, c'est beaucoup de caractère, c'est surtout la rivalité franco-argentine due à beaucoup de choses qui sont aussi très limites. Donc, on peut comprendre l'agacement d'Enzo Milo envers les Argentins, même si bien sûr, c'est une. Faut pas faire de généralité, bien sûr. Mais bon, on savait qu'il y avait un gros enjeu entre les deux. Et voilà, c'était sûr que ça allait finir en bagarre. Surtout que bon, il y a eu les ultras argentins. Bon, moi je comprends toujours pas comment ça se passait comme ça. Mais bon, voilà. Donc il marque aussi en finale, c'est vrai, contre l'Espagne. Je crois que c'est le premier à marquer contre l'Espagne en plus. Donc il avait plutôt bien lancé le match. Malheureusement, qui s'est mal fini pour les Français, hein, pour ceux qui ont vu. C'est quand même une médaille d'argent, ce qui est très bien. Il est formé à Monaco. L'année dernière, ouais, il était un élément majeur de la qualification en Champions League pour Stuttgart. En 31 matchs, il fait 5 buts, 8 pas décisifs. Donc, c'est pas une tâche facile en un championnat comme la Bundesliga. Donc, c'est à noter. Là, je regarde mes notes, hein, je suis désolé. Bientôt, un jour, je serai peut-être faire sans mes notes, mais pour l'instant, j'ai un peu de mal.
Il marque cette année ouais, en finale de Supercoupe, enfin la Supercoupe allemande, donc c'est un trophée début de saison. C'était contre Leipzig, il me semble. Il marque un but, je crois que c'est aussi encore une fois le premier à marquer, donc c'est vrai qu'il lance plutôt bien ses matchs. Malheureusement, il perd quand même au tir au but, mais il devra faire un bon match. Et il fait un début de saison en Bundesliga très convaincant. Il joue. Ouais, il joue toutes les minutes. J'avais complètement oublié cette stat, mais ouais, il a joué 100% des minutes depuis le début de saison, donc c'est vraiment que c'est un élément majeur du club et que le coach a confiance en lui. 2 matchs et un but. Ouais, on sait que bon, ça je l'ai écrit avant la reprise du championnat, donc je sais pas. J'aurais dû faire une vérification. Il a peut-être remarqué, il a peut-être fait le truc, mais en tout cas, il avait fait 2 buts de match et un but. Donc j'ai aussi noté que c'était un joueur avec une super vista, ça c'est sûr. Il est très bon. Alors, il sait vraiment glisser les ballons dans les petits espaces, ça c'est ce qui m'a vraiment marqué. Il fait des profondeurs, mais à des. Genre, on voit pas où ce qui casse la ligne, et c'est intéressant, enfin c'est vraiment impressionnant à voir. C'est un joueur qui casse des lignes avec des profondeurs vraiment meurtrières, c'est très très fort. Moi j'aime beaucoup en tout cas Enzo Milo, bien sûr. Moi, vu que Enzo, forcément, il n'y a pas de. Il y a des grands joueurs, il y a des très bons joueurs qui s'appellent Enzo, donc dès qu'il y en a un qui sort. Mais ouais, donc non, le dernier Enzo, qui était très bon, t'as Enzo Fernandez, mais je n'accepte, enfin, je suis pas du tout d'accord avec ses propos, donc, et même je trouve pas que c'est un joueur phénoménal, Enzo Fernandez. T'avais Enzo Schifo en Belgique. Bon, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais bon, dès qu'il y a un joueur qui s'appelle Enzo qui commence un peu à émerger, c'est vrai que ça m'intéresse. À l'époque, quand j'avais vu un jeune français de Monaco qui s'appelle Enzo, je me suis dit pourquoi pas, c'est intéressant. Il a un profil en plus c'est assez un joueur assez dynamique. Bon, on va avancer parce que ça sera bien fini et je parle beaucoup, je suis désolé. On va passer à Storm Graz, donc un club autrichien. Donc j'ai choisi Mika Bierretz, si je le dis bien, j'espère l'avoir bien dit. C'est un Danois de 21 ans. Il me semble qu'il est né en Angleterre, donc je pense qu'il est anglo-danois, je sais pas si ça se dit. Bref, il me semble qu'il est né en Angleterre. C'est un buteur, il fait 1m87. C'est une recrue du mercato d'été. Il a coûté 4,7 millions et il vient en provenance d'Arsenal. Donc c'est un indésirable d'Arsenal, mais bon, quand tu vois l'effectif des Gunners, tu comprends pourquoi il est indésirable. C'est une sacrée belle équipe. C'est compliqué de s'imposer à cet âge-là dans une équipe comme Arsenal. Donc cette saison, il est déjà à 7 matchs, 4 buts, une passe décisive. Il a joué 650 minutes, donc il joue presque tous les matchs. Enfin, il joue presque tout le temps même. Donc c'est intéressant. C'est le deuxième joueur qui joue le plus au club, juste après le gardien Gjiel Cherpen, un gardien qui fait 2m6, 24 ans, et il est en provenance de Brighton en prêt. Voilà, donc c'était juste une information pour dire que c'est pas mal si c'est le deuxième joueur le plus joué, sachant qu'un gardien ça sort pas, donc ouais, c'est assez intéressant. Et les stats, ça je l'ai oublié, je l'ai écrit il y a 2 jours, j'avais totalement oublié ce que j'avais dit. Bon, en tout cas, c'est intéressant à savoir. Donc c'est un joueur qui a la confiance du coach, mais alors malgré qu'il vient déjà d'arriver, c'est-à-dire que il fait un super début de saison. De ce que j'ai vu, il avait une super finition, il a des bonnes reprises de volée, ah oui, je me rappelle très bien. De ce que j'avais vu, on avait fait un centre et il avait fait une super finition. Ça avait fort pensé à Land parce qu'il est assez acrobatique ce joueur. Il se jette bien sur les ballons et franchement il est assez impressionnant. Bien sûr comparé à Land, à Bires, c'est peut-être un peu abusé, mais je trouve que dans le jeu c'est pas si loin. Il a un bon équilibre, forcément c'est un joueur assez solide par sa carrure et son physique. Mais il est aussi agile, il sait éliminer les défenseurs. Il peut passer vraiment 2-3 défenseurs facilement. Il est pas si lent que ça, hein. Il a quand même une plutôt bonne vitesse et un jeu aérien très solide. De la tête, il est vraiment bon. Autant pour marquer de la tête que pour passer de la tête. Non, c'est un joueur qui est même bon à la récupération dans la surface, sur un corner. C'est un joueur assez intéressant à suivre en tout cas. Et il décroche souvent pour combiner. Donc il attend un peu aux abords de la surface des fois et on lui fait la passe et il combine. Voilà, déjà en 1-2, c'est assez intéressant. En tout cas, c'est un bon buteur. C'est un profil assez varié, il est assez polyvalent, il sait faire beaucoup de choses. Donc c'est assez cool à suivre. Formé Arsenal, il me semble. Donc va falloir suivre, hein. Va falloir suivre, c'est cool. À Storm Graz en plus, petit club autrichien. Peut-être une surprise, on sait pas. Moi je crois pas forcément, mais pourquoi pas. Et il coûte 7 millions d'euros sur Transfermarkt. Market. Bon. Bon, on va passer au Sporting, il n'y a pas grand chose à dire. Je pense que c'est une évidence de mettre Victor Gyökeres, le buteur suédois de 26 ans. Bon,
Je pense que j'aurais pu en mettre d'autres, mais c'est celui qui, en tout cas, je peux pas en mettre d'autres en fait. Il est vraiment trop fort. Parce qu'à son dernier, il met 30, en 33 matchs, il met 29 buts et 9 passes décisifs. Et ce que j'ai trouvé marquant avec lui, et ce que j'ai trouvé que c'était un super choix, c'est le fait qu'il soit pas parti du club comme ce que fait généralement la plupart des joueurs qui jouent au Portugal dès qu'ils font une grosse saison. Bon, je parle de Joao Félix en particulier. Et il n'y a pas que lui, mais on va dire l'exemple de Joao Félix qui, après une bonne saison à Benfica, a décidé directement de partir. Lui, non, il préfère rester une saison de plus, reprendre un peu d'expérience, assurer une bonne saison, et je pense que c'est la chose à faire. Ne pas se lancer directement dans le grand bain après une grande saison, ne pas croire que c'est acquis, que parce que tu as lâché une saison énorme avec en Liga portugaise, qui est une bonne ligue bien sûr, il n'y a pas de souci, mais il y a une différence entre la Liga et la Liga portugaise. Donc je trouve ça bien qu'il soit resté une saison de plus, je pense qu'il partira la saison prochaine bien sûr, mais c'est cool qu'il soit resté, sachant que là en plus il fait déjà un début de saison phénoménal. En 6 matchs, il est à 8 buts et 3 passes D. C'est assez stupéfiant de voir que c'est pas juste un phénomène d'une saison, c'est que ça se poursuit. Donc c'est intéressant à voir. Moi je pense que il partira la saison prochaine et qu'il sera très mais très bon. Donc ouais, meilleur buteur de l'année dernière. Et il est pas dans le top 30 Ballon d'Or de cette année. Donc ça c'est assez choquant. Il n'a pas été nominé dans le top 30. Et oui, bon, ça a fait un gros drama parce que quand tu peux être un des meilleurs buteurs de l'année dernière, bien que tu sois pas dans le top 5 des meilleurs championnats, mais comment tu fais une saison aussi extraordinaire et t'es pas au moins dans le top 30, hein. Je connais des joueurs dans le top 30 qui n'ont pas fait un quart de ce qu'il a fait, donc c'est assez décevant pour lui avant tout parce que nous techniquement on voit ça de loin, on s'en fout. Dans tout cas il aurait pas gagné le Ballon d'Or techniquement, mais bon, c'est assez honteux je trouve. Donc il a 65 millions de valeur marchande sur Transfer Market. Et j'ai noté qu'il a une finition phénoménale, mais j'ai pas besoin de vous le dire. Les stats parlent pour elles-mêmes. Et c'est un super joueur de toute façon. N'hésitez pas à aller voir comment il joue. Il est vraiment sensationnel à regarder. C'est un des futurs grands buteurs. Et j'espère qu'il fera un bon choix de club. Je parle peut-être d'un transfert à la Juventus. Ce serait cool. On a Vlahovic, mais bon, s'il veut venir, ça me dérange pas. C'est vrai qu'il aime bien la version du masque. Peut-être que c'est un rapport avec Dybala. Bon, pas vraiment, mais pourquoi pas. Ok, je parle beaucoup, je suis désolé, hein, encore une fois. Bien sûr, je pense que je mettrai des timecodes bon, pour chaque club. J'aurais peut-être dû préciser au début de la vidéo, mais je mettrai des timers pour chaque club si j'y pense et surtout si j'arrive à le faire. Comme ça, si ça vous intéresse qu'un seul club, vous allez voir le club qui vous intéresse, c'est le plus important. Parce que je peux comprendre que vous n'avez pas envie de vous taper forcément les meilleurs joueurs du Sparta ou de Slovan Bratislava. Donc je peux comprendre, mais c'est toujours intéressant si vous voulez connaître des nouvelles petites pépites qui vont émerger dans le football dans les années à venir. Peut-être en tout cas. Donc on va passer au Sparta Prague, donc club de République tchèque, et je vais parler de Martin Vitic. Donc Martin Vitic, je sais pas exactement comment ça se dit. Je laisserai les Tchèques m'expliquer parce que je sais pas comment ça se prononce. Donc c'est un 2003, il a 21 ans, 1m93 tchèque, donc c'est un défenseur central. Il est valorisé à 12 millions d'euros sur Transfer Market. Et il n'est pas systématiquement dans le 11 de départ, mais pourtant c'est un joueur quand même qui a déjà plus de 123 matchs au club. Donc c'est quand même un joueur qui a une sacrée expérience dans le championnat tchèque, mais en plus pas que parce qu'il a déjà joué en Europe. C'est donc un joueur qui a quand même une expérience parce que 123 matchs à cet âge-là, c'est pas rien. Cette saison, il a déjà été décisif, inscrivant 2 buts en 5 matchs. Plus des matchs de barrage, de qualification en barrage très solides. Il a vraiment été bon, franchement. C'est un joueur qui en impose, il est très solide, c'est un défenseur assez rugueux, 1m93. De toute façon, on s'imagine un peu l'armoire à glace, c'est pas facile à passer. Et surtout qu'il joue beaucoup avec son corps, c'est-à-dire que quand t'as beau être un buteur, tu peux être un peu solide, mais quand t'as ça en face de toi, ça fait peur quand même, hein. C'est compliqué. C'est vrai qu'il va falloir un sacré buteur pour le bouger, hein, celui-là. Mais c'est un très bon joueur, c'est vraiment un joueur solide, Martin Vitic. Et il est en plus rapide, donc je l'ai déjà vu faire des retours défensifs énormes. Il arrive de derrière, un tacle glissé énorme sur un joueur qui va frapper. Il est super fort en tout cas, et je le trouve très intelligent, Martin Vitic. C'est actuellement un des piliers du Sparta. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi il joue pas tous les matchs. Et ouais, c'est un pilier, et en plus d'être robuste et assez rugueux, il prend très peu de cartons.
J'ai pas la stat, mais je sais que j'avais vu qu'il prenait vraiment pas beaucoup de cartons. Donc c'est un joueur très classe aussi. Et il a fait donc là, une année dernière convaincante en Europa League, comme je l'ai dit tout à l'heure, en Europe. Et il a fait 1 euro totalement sur le banc. Donc c'est assez dommage quand je vois le talent que c'est. Et je pense que il y a du bon en République tchèque. Mais Vitic, franchement, qui joue aucun match, c'est assez dommage quand même parce que loin de dire que la République tchèque a des mauvais défenseurs centraux, mais je pense que Martin Vitic aurait largement eu sa place dans le 11 de la République tchèque. Désolé pour la coupure, c'était juste pour voir si le micro marche bien. Je veux tout être sûr que tout se passe bien et que je parle pas pendant 15 minutes dans le vide. On sait jamais. Et donc oui, tout va bien. Et on reprend directement, donc c'était Martin Vitic. Donc pour le Slavia Prague, le Sparta Prague, pardon. On va passer à un autre club aussi. Je pense que c'est le club techniquement considéré comme le moins bon de la compétition. Donc c'est le Slovan Bratislava. Donc j'hésitais entre deux joueurs. Donc j'hésitais, bon, je vais avoir du mal à lire. Donc entre Tigran Barsegian, donc un Arménien, c'est un ailier, et la recrue du mercato d'été, David Strelec. Donc c'est deux profils différents, donc il y a un ailier et un buteur, sachant que l'ailier a 30 ans, donc Tigran Barsegian a 30 ans, enfin approche de la trentaine en tout cas, et le second est bien plus jeune, il a, il me semble, 22 ou 23 ans, et c'est un avancement. Donc j'ai choisi David Strelec quand même pour déjà pour l'âge, parce que c'est un espoir slovaque, en tout cas c'en était un. Il est jeune et il a des performances plutôt bonnes en tout cas, je trouve. En tout cas, son barrage était très pertinent. Excusez-moi, j'ai une petite perte de mémoire. Ouais, il a fait un barrage très intéressant. Il est 7 fois décisif en 8 matchs. Donc il fait 3 buts, 4 passes décisives. Donc sur 8 matchs de barrage, il nous fait un sacré barrage. Hein. 3 buts, 4 passes décisives, c'est pas du tout rien. Et oui, si cette année Slovan Bratislava est en Champions League, c'est en grande partie grâce à lui. Bon, il n'y a pas que lui, mais c'était un élément majeur en tout cas de la qualification en Champions League. Et justement, je comprends pas comment ça se fait qu'il n'est pas titulaire à 100% en championnat. Autant en barrage, j'ai vu qu'en barrage, il était tout le temps titulaire. Et je crois qu'il a joué tout le temps même. Il est presque pas sorti, je crois. Mais en championnat, il est pas systématiquement titulaire. Et c'est assez étonnant parce que c'est quand même vraiment le buteur phare du club. Donc ça m'étonne. Désolé, des fois j'ai des petites pertes de mémoire. C'est vrai que je l'ai écrit en plusieurs jours la vidéo. Donc des fois j'oublie des trucs, je suis désolé. Donc des fois c'est pas forcément fluide. Et donc c'est un Slovaque, il est formé au club, donc oui, il est formé bien Slovan Bratislava. Puis il est envoyé à la Spezia en 2021 parce qu'il était considéré comme un des cracks du football slovaque. Il est envoyé pour plus de 2 millions d'euros, donc ce qui était déjà pas mal pour l'époque. Ensuite, vu que il n'arrivait pas à performer dans l'effectif d'Aspezia, il est prêté dans plusieurs clubs comme Regina, il me semble, c'était un club de Serie B. Donc c'est un club moins fort que l'Aspezia, mais c'était pour le relancer, je suppose. Et il a eu du mal à faire des performances. Donc il a été racheté par le Slovan Bratislava. Donc il est retour à la maison pour en plus moins de 800 000 euros. Donc on va dire que c'est pas mal parce que maintenant il est un peu plus cher que ça. Il doit être à, je sais pas si je l'ai dit, il doit être à 2 millions, je crois, ou 3 millions. Ce qui est pas énorme, mais ça reste mieux que. Bon, ça reste un plus-value quand tu l'as acheté à 800 000, au cas où si tu veux le vendre. Donc ouais, pour moins de 800 000 euros, ils l'ont racheté et ça se passe très bien depuis qu'il est revenu. Et j'ai pas tout compris honnêtement sur le cas de ce joueur, c'est pour ça que j'avais demandé si vous suivez activement le Slovan Bratislava parce que vous êtes slovaque ou juste parce que vous êtes intéressé par des petits clubs. Moi, j'ai pas forcément pris le temps de m'en renseigner plus que ça, c'est assez dommage, j'aurais dû le faire. Et je le ferai sans doute après la vidéo. Mais si vous suivez activement le club, n'hésitez pas à m'expliquer un peu comment ça s'est passé. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de. Ça part à gauche, à droite, il va là-bas, il revient, il joue pas des fois. Moi j'ai beaucoup de questions à me poser sur ce joueur-là et sur tout ce club. Donc n'hésitez pas à m'expliquer pour ceux qui connaissent activement le club. Donc on va passer maintenant au Shakhtar Donetsk.
suis content de parler de ce club parce que c'est pas forcément un club qui me tient à cœur, loin de là même, parce que je n'ai pas d'attachement particulier au Shakhtar Donetsk, mais force est d'admettre que ce club crée vraiment des pépites qui ne marchent pas toutes. Hein. Je parlerai par exemple de Mikhailo Mudryk, un joueur que j'aime beaucoup et que je pensais qu'il deviendrait vraiment un très grand joueur. Bon, au final, c'est pas catastrophique, mais c'est loin d'être ce qu'on attendait au moment où il part à Chelsea. Moi, j'aurais aimé le voir à Arsenal. Bon, bref, c'est pas une question, bref. Donc, j'ai choisi Georgi Soudakov. Donc, j'ai très mal dit son prénom, désolé aux Ukrainiens. Donc, Georgi Soudakov. Bon, ça, si j'ai mal dit, j'abuse. C'est un numéro 10 ukrainien de 22 ans. Il est valorisé à 35 millions d'euros sur Transfer Market. Il est ambidextre. Ah, c'est un énorme plus. Bon, après, c'est un numéro 10, donc c'est quand même bien qu'il soit bon des deux pieds. Il est formé au club, donc il a un attachement au club forcément. Il joue pour le maillot et il joue tout le temps. Il joue tout le temps, hein, 100% du temps il joue, il est tout le temps titulaire. Et ce qui est normal vu que c'est quand même le joueur vedette, le joueur star de l'équipe. C'est un peu comme Mikhailo Mudryk, hein, à vrai dire. J'espère qu'il fera pas les mêmes erreurs que Mudryk. Désolé aux fans de Chelsea, mais je suis pas forcément. Faut pas forcément que ce qui se passe avec Chelsea, c'est la meilleure chose d'acheter autant de joueurs et d'avoir. Moi, je trouve pas ça forcément normal. Bon, n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires, les fans de Chelsea. Peut-être que c'est juste moi qui suis trop fermé d'esprit sur le football actuel, mais juste le truc des contrats jusqu'en 2033, je trouve ça bizarre. Bon, bref. C'est pas une question, désolé, je parle beaucoup. Et il fait en plus un euro pas trop mauvais, mais il joue dans un effectif ukrainien plutôt mauvais, justement, assez catastrophique. Ils ont très mal joué, je trouve, les Ukrainiens durant cet euro. Ce qui est dommage parce que je les voyais vraiment faire un euro pas dégueu parce qu'ils avaient Dobvik, Tsigankov, Sudakov. Il y avait une belle équipe, de quoi faire un beau parcours, bon, en tout cas meilleur sur le papier meilleur que beaucoup d'autres équipes. C'est assez dommage d'avoir vu un jeu aussi fade et aussi pauvre. Et donc ouais, c'est dommage pour son euro. Moi je trouve qu'il a quand même pas si mal joué que ça, mais l'équipe ukrainienne n'était pas à son paroxysme. Et donc ouais, il est considéré comme un des futurs de l'Ukraine. Il a une super qualité balle au pied, une super vista. Bon, c'est un super bon 10, il est très rapide et il est explosif. Je l'ai vu aussi, ouais, défensivement, c'était pas mal. J'ai vu, des fois, il était vraiment aux abords de sa surface et il faisait des récupérations avec des bons pressings. Je sais pas pourquoi il joue aussi bas, mais en tout cas, c'est un joueur qui se la donne sur le terrain, ça, y a rien à dire. Et moi, je pense qu'il sera à suivre en tout cas cette année du côté du Shakhtar. Voilà. On passe au prochain. Donc, le RB Salzbourg. Donc, comme on le sait tous, le RB Salzbourg, c'est un club qui a cette réputation de faire émerger des joueurs, en tout cas de faire connaître des joueurs en Europe, comme par exemple Haaland ou encore Adeyemi. C'est deux exemples que je donne, mais il n'y a pas que bien sûr, mais je voulais donner ces exemples-là. Donc, dans ce club-là, il y a des joueurs comme par exemple Karim Konaté, donc c'est un Ivoirien, il est blessé au genou. Ou encore Kiergaard qui fait un début de saison énorme, qui est aussi blessé à la cheville. Donc je sais pas, je voulais parler d'un des deux. Je pense que j'aurais parlé plus Kiergaard parce qu'il fait un début de saison sensationnel. Mais donc je vais pas parler d'eux parce que leur blessure fait que on ne sait même pas quand ils vont revenir. En tout cas, il y a une date de retour inconnue sur Transfer Market. Donc j'ai décidé de prendre un autre joueur. J'ai choisi un avant-centre. J'ai choisi Dorgeles Néné. Je le dis sans doute très très mal, je suis désolé. C'est un attaquant malien de 1m74, donc attaquant, mais c'est un avant-centre. Hein. Donc c'est vrai que le profil il est spécial. On a plutôt l'habitude de voir des avant-centres d'1m74, bien qu'il puisse jouer à tout poste offensif. Il est avant tout favorisé au poste de buteur. Et c'est vrai que c'est rare de voir des buteurs d'1m74 actuellement dans ce nouveau football. Bon, ça a toujours été des grands buteurs de façon généralement, mais c'est vrai qu'encore plus maintenant, quand on pense à un buteur, on pense vraiment à un joueur solide, un Haaland ou un Lukaku, un Vlahovic. Mais non, c'est pas que ça. Tu peux faire moins d'1m75 et être un très bon buteur. Et c'est la preuve même. Hein. Il a 21 ans. Donc oui, il peut jouer partout. Et il est très bon, il se faufile très bien. Justement, c'est peut-être l'avantage justement de faire 1m74, c'est que tu es... déjà, je trouve que ça lui rajoute beaucoup d'agilité. Il est très agile ce joueur. Et il se faufile vraiment partout. Et je pense qu'il peut faire vraiment une belle phase de poule parce que Karim Konaté est blessé. Donc forcément, ça laisse la place
Et donc j'ai hâte de voir ce qu'il pourra faire. Je pense que sa valeur marchande peut exploser, hein. Il a 4 millions, mais ça peut exploser. J'espère que ce sera en tout cas un des prochains joueurs à exploser, un peu comme Haaland ou Adeyemi. C'est un profil bien sûr très différent et peut-être pas forcément adoré pour tous les clubs. Et c'est intéressant à savoir, peut-être que ça peut plaire à un club. C'est vrai que c'est un risque de prendre un joueur de ce profil, mais ça va voir comment ça se passera dans sa phase de poule. En tout cas, moi je pense qu'il est capable de faire du beau. Ok, maintenant on passe au prochain. Donc c'est l'Étoile Rouge de Belgrade. Pardon. Donc j'ai choisi un joueur. J'ai choisi Katompa Silas, donc l'ailier congolais de 25 ans. Bon, beaucoup de gens le connaissent, je pense déjà. Bon, peut-être par son passage au Paris FC il y a un bon moment, donc c'est peut-être pas forcément pour ça que vous connaissez, mais en tout cas certains Français le connaissent pour ça. Donc il est en prêt ici à Belgrade en provenance de Stuttgart, qui eux aussi sont qualifiés en Champions League. Donc alors, ah oui, je pense qu'il était indésirable, hein, Stuttgart, sinon il serait resté. Moi je le trouve bon, donc je suis assez étonné de ce choix, mais bon. Moi, c'est un joueur que j'attends beaucoup de lui. Parce que déjà, j'ai trouvé qu'il avait fait une super canne avec la RDC. Vraiment, j'ai trouvé que c'était un élément majeur, vraiment très important, un joueur clé de la RDC durant la canne. Donc, j'ai beaucoup aimé son jeu. Bon, bien sûr, je le connaissais déjà avant ça parce que c'est un joueur qui m'avait marqué dans son profil. 1m89 ailier et je cherchais des joueurs à l'époque, des ailiers assez grands parce que je trouve ça tellement classe un ailier grand. Je sais pas, je trouve il est vraiment classe ce joueur en tout cas. Euh, et vraiment, je me rappelle quand je l'ai trouvé, je voyais, il avait une forme de dynamisme et de classe en même temps, les deux combinés, et c'était assez intéressant parce qu'il était capable de casser des reins, bon, excusez-moi pour l'expression, mais en même temps, il était si classe, c'était bien fait. Moi j'aime bien en tout cas Katompa Silas, je le trouve très bon avec le Congo, enfin avec la RDC pardon. Et je le trouve aussi plutôt bon que Stuttgart, c'est vrai que je le préfère en sélection qu'en club, mais là justement c'est un bon choix je trouve d'aller à Belgrade parce que c'est un club avec des très bons supporters, des très bons ultras. Bon, faut pas avoir la pression, mais je pense pas qu'ils mettront trop de pression sur Katompa Silas. Donc je suis curieux de le voir. Donc j'espère qu'il fera une très grande phase de poule. En tout cas, c'est un joueur qui me plaît beaucoup. Donc j'espère qu'il fera un bon truc. C'est vrai que c'est bien pour le relancer. C'est vrai que sa saison dernière à Stuttgart n'est pas non plus sensationnelle. Mais il a quand même fait son taf, je trouve. Ah, là, petit point plus philosophique. On va parler du Real Madrid. Mais je vais en parler un peu plus longtemps. Même si je vais pas trop tarder non plus. Parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Mais c'est pour mettre plutôt les choses au clair. Donc il n'y a pas trop de surprise, j'ai choisi Kylian Mbappé. Bon, j'aurais pu prendre Hendrick, mais je attends beaucoup plus d'Mbappé au Real que d'Hendrick parce que Mbappé il a vraiment tout approuvé. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il est qualifié comme le plus grand joueur du monde, le meilleur joueur du monde actuellement, Mbappé. Bon, pas grâce à sa saison dernière, mais grâce à tout ce qu'il a déjà fait durant sa carrière, et pourtant il est jeune. Hein. Ah, il est jeune. Il a 26 ans. Donc il n'est pas non plus tout jeune, mais là c'est là il faut confirmer 26 ans. Si tu confirmes pas 26 ans, tu confirmeras jamais de toute façon. Il a déjà confirmé bien sûr avec le PSG et la France, mais là faut confirmer en Europe. Bah techniquement il a déjà confirmé, mais je veux dire là, enfin là, c'est vraiment la grosse saison là. On attend beaucoup de lui en tout cas. Et je trouve ça dommage tout ce qu'il prend comme haine. Voilà, c'est ça que je vais en parler. C'est la haine qu'il prend Kylian Mbappé. Moi je trouve pas ça normal. J'ai vu des choses assez choquantes, bon déjà des gens qui l'insultent, bon ça c'est pas nouveau, hein, les gens ont tout insulté Kylian Mbappé. Mais aussi les journalistes, mais oh là là, j'ai jamais vu ça, des trucs aussi intrusifs, les mecs qui prennent des vidéos d'Mbappé quand il est dans le train ou dans le bus, bon bref des trucs aberrants, j'ai vraiment vu ça. Et c'est pour ça que je me dis, oui effectivement il est pas flamboyant dans ce début de saison Kylian, en tout cas dans les statistiques il est pas flamboyant, parce que je trouve qu'il est quand même bien revenu affûté à l'entraînement. Après, pourtant, beaucoup de gens qui l'ont déjà critiqué sur son physique au PSG parce que, à ce qui paraît, il mangeait un peu trop. Bon, moi, je trouve ça un peu déjà limite de dire ça. Voilà, moi, j'ai vu vraiment des choses assez horribles sur Kylian Mbappé. Je trouve pas que c'est mérité. Je pense que tu peux ne pas apprécier la personne, mais dire des choses horribles comme ça, bon, surtout que c'est en soi sans raison parce que je pense pas qu'Mbappé vous ait insulté en retour. Euh, donc voilà. Et voilà, comment tu veux réussir dans un club quand on te met autant un couteau sous la gorge? Genre,
Mbappé, oui, tu y attends des choses forcément, c'est un des meilleurs joueurs du monde, tu t'attends à ce qu'il fasse du bon, mais là c'est trop, il se prend un pressing, les gens ils le laissent même plus respirer. Moi je pense que si, sans oublier qu'en plus Mbappé c'est son rêve de jouer au Real, là il arrive dans son club de rêve, son club de cœur, et lui tout ce qu'il veut bah, c'est briller, comme l'a fait son idole avant lui Cristiano Ronaldo. Et, et moi je trouve ça tout simplement honteux le traitement de faveur qu'on lui donne parce que j'ai l'impression que c'est une cible facile Mbappé dans le sens que les gens l'aiment pas. Je sais pas pourquoi, les gens le critiquent beaucoup. Peut-être parce que je sais pas. Je comprends pas non plus honnêtement. Et je trouve ça dommage. Donc moi je dis juste un truc, laissez-lui le temps de s'adapter. Il arrive au Real Madrid qui a gagné la Ligue des Champions l'année d'avant. C'est une pression en plus. Laissez-lui le temps de s'adapter. Il arrive dans un gros effectif avec beaucoup de joueurs, beaucoup d'ego, énormément de niveaux. Faut lui laisser le temps, le laisser s'adapter. Et s'il vous plaît, arrêtez de le rendre fou. Parce que je pense qu'il dort mal la nuit, moi, Kylian Mbappé, à force de se prendre des critiques de partout. Bon, bien sûr, ça devrait lui passer au-dessus de la tête, mais c'est un humain comme nous tous. Et je pense que pas beaucoup supporteraient un pressing aussi fort que celui de Kylian Mbappé, enfin que celui que Kylian Mbappé prend. Donc s'il vous plaît, laissez-lui le temps, moi je pense que c'est la clé. Et moi je dois vraiment faire une énorme phase de poule. Je le vois marquer, énormément de buts cette saison. Dès qu'il il se sentira bien dans sa tête, il se sentira bien en phase avec le club, avec ses coéquipiers. Quand il y aura l'alchimie, moi je pense qu'il va lâcher une énorme saison. Et encore, je trouve pas ça catastrophique son début de saison. Loin de là, juste les gens s'attendent à, à une saison à 70 buts, mais faut être réaliste quand même, hein. C'est une première saison. Voilà. Donc voilà. Désolé si c'était un peu long, mais moi je trouve ça un peu. Ça fait un peu de la peine quoi. Donc voilà, on va passer au prochain club maintenant. Désolé pour cette partie plus philosophique. On va parler du RB Leipzig, donc club allemand. Donc c'était un choix très compliqué, sachant que je trouve que c'est un club très réparti. Il y a énormément de joueurs de très bonne classe, des joueurs très très bons et je ne savais pas trop choisir qui. Donc je vais parler d'Openda ou de Cesco par exemple en attaque parce que je pense qu'ils feront une grosse compétition. Mais j'ai choisi quelqu'un d'autre. Je voulais choisir une recrue et surtout quelqu'un qui n'était pas encore connu par toute l'Europe. Parce que c'est vrai qu'Openda maintenant il est assez connu. Cesco c'est aussi plutôt connu. J'ai voulu choisir quelqu'un que je pense qui va faire parler. Excusez-moi, j'ai très mal parlé. J'ai dit une phrase pas très française, désolé. Je parle de Antonio Nusa. Antonio Nusa, donc c'est un jeune ailier gauche norvégien de 19 ans. Donc il arrive en provenance du club de Bruges pour plus de 20 millions d'euros. Donc c'est quand même pas rien. Et on attend parler de lui parce que il a toujours pas été dans le 11 en championnat, dans le 11 de départ. Alors qu'en soi, quand il entre, il fait du bon. Ensuite, c'est normal qu'il n'a pas encore été titulaire parce que il n'y a eu que 2 matchs. En tout cas, au moment où j'ai écrit ces lignes, il n'y avait que 2 matchs. Et 2 matchs où il est remplaçant à la base, donc il rentre une quarantaine, trentaine de minutes et il marque quand même un but, une passe D en 2 matchs. Donc ça reste très très bon et très convaincant pour un début en Bundesliga. Moi, je le trouve intéressant ce joueur. J'aime beaucoup son profil. C'est déjà une doublure de qualité parce que avant tout, c'est vrai que ça va être compliqué de s'adapter. Enfin, de prendre la place de titulaire dans un club comme le Leipzig. Donc oui, il y a une grosse profondeur de banc à Leipzig. Donc pour devenir titulaire, même pour être un remplaçant à Leipzig, c'est compliqué. Mais moi je crois en lui. Je les trouve vraiment très très bon, très pertinent. Il a une bonne technique, il a un bon centre, il sait tirer, il sait un peu tout faire. C'est un super ailier assez complet. Moi je pense qu'il va s'imposer. Là, il est déjà à 2 matchs, un but, une passe décisive. En étant en plus remplaçant à la base, c'est un bon super sub en tout cas pour l'instant. Et je pense qu'il peut devenir un titulaire important et avec le temps indiscutable. Mais bon, là, faut laisser le temps faire encore une fois. Et j'ai bien aimé son début. En tout cas, Bruges, je le connaissais déjà parce que je suis né en Belgique. Donc c'est vrai que je suis des fois un peu le championnat belge. Et oui, c'est un joueur intéressant. Donc voilà. Donc on va maintenant passer à mon chouchou de cette vidéo. Pas le club, hein, je parle du joueur. Alors, on va parler du PSV Eindhoven. Donc j'ai choisi Malik Tillman. Bon, il est assez connu déjà, je pense. Pas pour tout le monde, mais je pense que vous connaissez au moins son nom. Ou si je mets une photo de lui, vous reconnaîtrez au moins. Donc c'est un milieu offensif qui peut aussi jouer ailier.
il est états-unien, américain, comme vous préférez. Moi, je dis états-unien parce que c'est plus clair. De 22 ans. Donc il arrive cet été en provenance du Bayern pour 12 millions d'euros. Il est grand, il fait 1m87, donc c'est vrai qu'un numéro 10 d'1m87, c'est... je trouve que c'est, encore une fois, ces joueurs je les trouve classe dans leur jeu, ces joueurs assez grands, qui font entre 1m85 et 1m92-93, ces joueurs-là qui jouent souvent 10, je les trouve très élégants. C'est vrai que le 10, c'est un peu un profil à la Thomas Müller par exemple, je trouve. C'est vrai que quand on pense à un 10, on pense à un mec entre 1m75 et 1m80, voire même plus petit. Mais oui, il y a aussi des 10 qui font 1m90, donc oui, j'aime beaucoup son profil, je le trouve très très classe. Je le connaissais de nom, mais je n'avais jamais vu vraiment ce qu'il donnait, sachant qu'au Bayern, c'est compliqué de jouer. Et donc, voilà, je me suis un peu renseigné et il a fait des débuts aux Pays-Bas très intéressants. Il est à 5 matchs pour l'instant, 2 buts, 2 pas décisifs, donc il fait bien sûr le taf. Depuis qu'il est arrivé, il joue dans le 11 de départ, donc c'est un joueur important. Il est très classe avec le balle au pied et c'est vraiment un mec qui sait prendre le temps. Il a pas de pression sur lui, il a le ballon au pied, il trouve l'espace et il sait jouer. Bon, il est très bon. Moi, il me fait penser à Thomas Müller en tout cas. Je pense que s'il serait au Bayern, ça aurait pu être. Bon, bien sûr, c'est bien qu'il soit parti, je trouve, mais il aurait pu être un joueur. Vraiment, je trouve que c'est un joueur qui. Je pense qu'il a dû prendre de Müller là-bas. Mais donc, je le trouve vraiment très bon et je suis un peu tombé amoureux de lui. J'aime vraiment le profil du joueur. 1m87, numéro 10. Il est vraiment très bon. Il a une bonne qualité de centre, il a une bonne qualité de frappe. Il passe très bien, il est très intelligent, il a une super vista, mais il réfléchit, il réfléchit très vite aussi. Et il sait surtout convertir ses actions. J'ai vraiment vu des choses, je me dis waouh, il a une finition de buteur alors que il joue en numéro 10, voire second attaquant. Donc c'est intéressant, j'aime beaucoup son style. Et j'espère qu'un jour il viendra à la Juventus, pourquoi pas. C'est vrai que je suis pas forcément satisfait du jeu offensif de la Juventus actuellement, bon j'en parlerai plus tard, mais donc ça serait pas si mal que ça s'il venait à la Juventus un jour. Moi je l'aime bien en tout cas, Malik Tillman, américain, il est vraiment très très bon. Donc maintenant on va passer au PSG, donc club français actuellement, donc pour beaucoup le meilleur club français. Donc on parle du PSG, donc le premier club français, en tout cas celui qui a remporté le titre la saison dernière. Donc malgré le fait qu'il y ait énormément de gros joueurs au PSG, je trouve qu'il y a quand même un écart entre tous les joueurs et un en particulier actuellement dans le niveau de forme en tout cas. Je parle évidemment de Bradley Barcola. Donc depuis son euro, en vrai, depuis qu'il a fait son euro, c'est un peu devenu un chouchou. Tout le monde l'aime énormément, ce qui est compréhensible parce que c'était un des seuls joueurs de l'euro, je trouve, de l'équipe de France, offensivement, qui se l'a donné vraiment. Bien sûr, je parle pas de tous les joueurs de l'équipe de France, je trouve que défensivement, la France était très très fort. Offensivement, je trouve qu'il n'y avait pas envie de jouer, c'est certain. Donc j'ai beaucoup aimé Barcola, son euro. J'ai trouvé qu'il se l'a donné vraiment et qu'il a vraiment apporté énormément à l'équipe de France. Donc depuis ça, il a pris confiance. Et c'est vrai, il a pris confiance lui-même et en plus, ça donne de la confiance au coach. Donc c'est vrai que là, depuis son début de saison de Ligue 1, il joue tout le temps. Luis Enrique lui fait vraiment confiance et il a 3 matchs pour 4 buts. Donc c'est bon, pas mal. Je crois qu'il est le deuxième meilleur buteur. Ouais, deuxième meilleur buteur de Ligue 1 derrière Greenwood. Et je trouve qu'il a un jeu assez excitant à regarder. Genre c'est vraiment un joueur électrique qui est capable de se faire ses propres occasions. Moi je le trouve vraiment très cool à regarder vraiment très cool à regarder. Et ouais, bah je pense que cette saison franchement ça peut encore lui faire changer de dimension parce que pour beaucoup ça reste un joueur qui doit prouver, même si je trouve qu'il prouve vraiment là suffisamment déjà. Bon. C'est vrai que s'il lâche une grande Ligue des Champions, ça peut changer d'atmosphère pour lui, de dimension. Passer d'un joueur considéré comme très bon à peut-être un joueur de classe mondiale. Je ne considère pas non plus qu'il est encore de classe mondiale. En tout cas, il n'est pas considéré. Mais il peut le devenir s'il a vraiment une belle phase de poule de Ligue des Champions. Donc, on va passer à un autre club français. On va parler de l'AS Monaco. Donc j'ai choisi Lamine Camara, donc milieu central sénégalais de 20 ans, acheté cette saison à Metz
il a été acheté. Oui, il a été acheté cette saison, enfin, cet été pour 15 millions d'euros. L'année dernière à Metz, franchement, à Metz, bien sûr, je le dis très mal, je suis désolé, vu que je suis né en Belgique, j'ai du mal avec les noms des fois de villes françaises. Je sais pas trop comment ça se prononce. Et ouais, son arrivée, enfin sa saison à Metz, c'était intéressante. Il a été bon, ça a été un des meilleurs joueurs avec Miko Dadse, je trouve. Malheureusement, ils ont quand même été relégués parce que forcément, Metz, c'était pas non plus la meilleure équipe de Ligue 1, c'est sûr qu'il y avait quand même des failles, malgré qu'il y ait des bons joueurs individuellement. Donc malheureusement relégué, mais donc qui transfère à Monaco, qui joue avec des champions, donc c'est plutôt bénéf pour Lamine Camara, et aussi pour Metz, qui récupère 15 millions d'euros dans l'affaire, donc c'est toujours bien pour se relancer, pour remonter, je pense qu'ils remonteront bientôt en tout cas. Donc c'est cool. Et pour l'instant, il fait le travail, je trouve, à Metz. Il met un but en Johan Gamper Trophies, donc le match contre le Barça. Donc c'est un match, juste un seul match contre le Barça chaque année. Et bon, c'est pas tout le temps Monaco, bien sûr, hein, c'est juste le Barça qui organise ça. Un match chaque année au début de saison contre, je sais pas exactement quel club on choisisse. Et le gagnant du match gagne un trophée. Voilà, donc c'est un match, un trophée. Donc oui, Monaco a gagné 3-0. Si vous êtes passé à côté contre le Barça, oui, c'est assez bizarre, mais ça peut arriver. Bon, après, c'est un match qui est assez proche de l'amical, vu qu'il n'y a pas un réel enjeu à part un trophée. Donc oui, victoire 3-0 de Monaco. Justement, ils se raffronteront bientôt. Je crois que c'est le premier match du Barça, donc le premier match de Monaco, donc c'est intéressant à voir. Donc oui, il a marqué, c'était intéressant. Donc il a plutôt bien commencé, je trouve, sa saison. Et là, en Ligue 1, pour l'instant, il a 2 matchs pour un but. Donc c'est pertinent, c'est intéressant et c'est réaliste, en tout cas, pour un joueur comme Lamine Camara qui connaît quand même bien la Ligue 1 maintenant. Je trouve que dans son milieu de terrain, c'est le patron dans le milieu de terrain. Il a un bon volume de jeu, je trouve, et il transmet bien ses ballons. Je trouve qu'il en impose malgré son jeune âge. Je trouve qu'il a une plutôt pas si mauvaise expérience que ça. En tout cas, il est réaliste, ça c'est sûr. Défensivement, il est très bon parce que je l'ai vu faire des récupérations dans la surface. Des fois, c'est étonnant. Et offensivement aussi, ça c'est un joueur quand même qui peut jouer autant offensivement que défensivement et je trouve ça intéressant. Bien sûr, c'est un super milieu de terrain super complet. Et ouais, donc comme j'ai pu le dire, il est bon à la récupération du ballon et c'est un joueur avec un sacré cardio parce que les pressings qu'il met tout le long du match, c'est assez impressionnant. Je pense pas qu'on pourra se plaindre vraiment de son cardio et de sa combativité parce que c'est un joueur qui se la donne à fond sur le terrain. On voit qu'il aime jouer et qu'il a envie de jouer et à Monaco c'est cool franchement. Il n'y a pas à se plaindre, c'est un club qui aime jouer aussi. Donc je trouve qu'ils se sont bien trouvés les deux. Et c'est un mec qui s'est éliminé, bien sûr. J'ai vu beaucoup d'un contre un, lui contre un défenseur, et il élimine bien, je trouve. Il a une bonne palette technique et c'est un joueur qui sait se créer des actions. Donc moi j'aime bien ce joueur, je trouve qu'il est très complet, je trouve que c'était le joueur à suivre en tout cas côté monégasque cette saison, en tout cas en Champions League, donc c'est cool. Et je vous conseille de le suivre parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup, j'aimais bien Ahmed déjà, donc à Monaco je me fais pas trop de soucis pour lui, je pense qu'il fera une bonne phase de poule. Après pour Monaco je sais pas, mais en tout cas lui je pense qu'il fera son taf. Donc ensuite on va passer je pense au favori de la compétition, en tout cas je le vois honnêtement favori, Manchester City. Donc j'ai pas pris de risque, il n'y a pas de surprise, j'ai choisi Erling Haaland parce que je sais pas comment on peut choisir quelqu'un d'autre que Haaland parce que c'est une valeur sûre. Ça fait waouh, pardon. C'est sa 3e saison à City et je vais vous dire les stats parce que bon, même si le foot ça se résume pas à des stats, il y a des chiffres qui mentent pas, il y a des choses qui mentent pas. 102 matchs, bon, 103 vu qu'il en a rejoué 1, 97 buts, mais il en a mis 2, donc 99 buts, donc 103 matchs, 99 buts et 14 passes décisifs. Alors c'est vraiment phénoménal, surtout en première ligue, plus Ligue des Champions, on sait que... Waouh, je suis toujours subjugué ce joueur-là. Mon seul regret dans la vie, c'est que la Juventus ne soit pas plus intéressée à son cas quand il jouait à Salzbourg. Donc je suis assez déçu, c'est vraiment un joueur extraordinaire. Bon, c'est peut-être bien qu'il soit pas là à la Juventus, peut-être qu'on l'aurait bridé. Peut-être qu'il serait jamais venu le Haaland qu'on connaît aujourd'hui. Surtout s'il aurait joué sous Allegri. Bon bref. Donc moi ouais, c'est un joueur phénoménal, il n'y a rien à dire, il a tellement prouvé que je sais qu'il lâchera une phase de poule énorme. Cette saison il est déjà donc à 9 buts en 5 matchs, c'est sensationnel, c'est énorme. Il va encore lâcher une saison de fou.
Donc ça sera le jour à suivre de son club, mais aussi de la compétition. Je pense qu'il n'y a pas trop de doute et je vois pas City rater cette compétition. Bon, je pense que c'est plutôt évident hein, cette année de toute façon, même en PL1, ils sont premiers, je pense. Égalité avec Liverpool, il me semble. Donc voilà, ça sera un jour à suivre pour la compétition. Ok, bah en parlant de Liverpool, justement, on va passer à eux maintenant. Liverpool. Donc pour moi, le joueur à suivre à Liverpool, j'ai choisi Federico Chiesa. Bon, bien sûr, je le choisis parce que je suis supporter de la Juventus, donc forcément que je l'ai énormément vu jouer, Chiesa. Euh, donc je sais de quoi il est capable, Chiesa, je le connais plutôt très bien. Euh, et, euh, et Chiesa, c'est un joueur qui est hyper bon. Bon, c'est vrai que depuis sa blessure, c'était lié en croisé, où il n'a pas joué presque un an. C'est vrai que on sent qu'il y a peut-être un petit problème d'équilibre, il y a peut-être un petit problème, un truc qui n'est pas revenu. Mais en tout cas, ça reste un joueur super talentueux. Bien que je pense que ça a dû faire un petit traumatisme, sa blessure, qui fait que. Je peux pas dire ça parce que c'est faux, parce que j'allais dire qu'il a peut-être plus peur qu'avant. Mais c'est faux parce que c'est un joueur super combatif. Même avec sa blessure, il est très combatif. Je peux pas dire ça. Et c'est un joueur qui a besoin d'être bien dans sa tête pour bien jouer. Et c'est bien qu'il soit à Liverpool parce que ça va lui changer. Il était indésirable dans la Juventus de Thiago Motta. Ce qui est compréhensible, je peux comprendre qu'il n'était pas dans les plans de Motta, même si c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Je trouve juste c'est un peu honteux le prix où ce qu'il part. Il me semble qu'il part pour 12 millions d'euros. Aïe aïe aïe, ça fait très mal de le voir partir pour aussi peu. Ouais, 12 millions d'euros c'est peu. Donc ouais, il part à Liverpool, c'est cool. Et ça sera forcément mieux parce que c'est un vrai battant, il est rapide, il est technique, il a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut pour un ailier, je trouve qu'il a. Et ça va faire du bien de jouer dans une équipe qui ne bride pas les attaquants. Et je parle bien encore une fois de la Juventus d'Allegri. Alors Allegri, rien à dire. C'est un coach que j'aime. Mentalement, j'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup l'homme qu'il est. Mais j'aime pas son jeu. Je trouve que c'est un jeu ridicule pour les attaquants et qu'il est bridé énormément. Pour moi, si Vlahovic il a pas explosé tout en Serie A depuis qu'il est arrivé, c'est à cause d'Allegri. C'est pas que à cause d'Allegri, mais c'est en partie à cause d'Allegri. Et Chiesa, c'est pareil. Je trouve qu'il a beaucoup trop bridé ses attaquants, ce qui fait qu'on était une équipe dégueu à jouer, à regarder jouer, pardon. Et donc ça va lui faire du bien Chiesa d'être à Liverpool. Je le vois faire une belle saison. Il n'a pas encore joué. En tout cas, au moment où j'écris, il n'a pas encore joué. Il a toujours pas joué, il me semble. Donc c'est un joueur en fait qui est cool aussi, c'est qu'il est très surprenant. On sait jamais son prochain geste, ce qu'il va faire. Donc je pense qu'il va faire très mal en PL. C'est un profil plutôt adapté à la première ligue, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et donc ouais, ça va en marchand de la 35 millions. Donc le vendre à 12 millions, c'est c'est chaud. Mais bon, on verra bien ce que ça va donner. Mais en tout cas, je suis persuadé qu'il apportera du positif au club ou au moins quelque chose. Je sais pas trop, on verra. Avec les âges, j'ai un peu du mal depuis qu'il est parti. Ensuite, un club de Ligue 1 encore une fois. J'ai choisi Lille. Donc, j'ai choisi Lille. C'est surtout qu'il arrive à ce moment-là, donc Lille LOSC. J'ai choisi, alors encore une fois pas de surprise. Oui, je me mouille pas à tous les choix, c'est sûr. J'ai choisi Jonathan David. Donc buteur canadien, bon, vous le connaissez plutôt bien, 24 ans, 1m80. L'année dernière en Ligue 1, il joue 34 matchs, 19 buts, 4 passes décisives. Donc c'est une belle saison. Cette année en Ligue 1, pour l'instant, il a 4 matchs, 1 but. Donc c'est pas non plus sensationnel, mais c'est qu'une question de temps, encore une fois. Des fois, tu as des phases où tu es moins bon, des fois, tu as des phases où tu marques plus. Bon, tous les buteurs sont passés par là, y compris Haaland, hein. Il y a une phase où il marquait pas énormément, je trouve, l'année dernière. Au final, voilà, là, il relâche encore une saison énorme. Par contre, en Champions League, ça c'est différent parce qu'en 4 matchs, donc pour les barrages, il a marqué 2 buts et 2 passes décisives. Donc, en tout cas, il est en jambes pour les barrages, ça c'est sûr. Il a été très bon en barrage. Et moi, je trouve que c'est un buteur vraiment sensationnel. Enfin, c'est un très bon buteur, j'aime bien son profil. J'aurais aimé qu'il vienne à la Juventus. Bon, bien sûr, tous les joueurs, bon, j'aimerais bien qu'il vienne à la Juventus, mais c'est vrai que bon, c'est pas très réaliste. Mais pourquoi pas, il y avait une rumeur à l'arrivée de... excusez-moi. À l'arrivée de Timothy Weah à la Juventus. Il y avait des rumeurs de David peut-être à la Juventus parce que ils avaient parlé ensemble, Timothy Weah et David. Bon, au final, ça s'est pas fait. Et c'est vrai que ça fait un moment qu'il part pas de Lille. Beaucoup de gens aimeraient qu'il parte, j'ai vu.
Pas les gens de Lille bien sûr, hein, mais il y a plein de gens qui disent qu'il devrait partir, pardon. Parce que c'est un joueur très talentueux et il serait très bien dans aussi une autre composition. Mais après, bon, c'est sûr que je suis pas sûr que Lille veut le laisser partir, hein. Donc moi, pour moi, il n'y a pas de doute. Lille va faire pour moi déjà une bonne phase de poule, je pense. Et je pense que ça sera pareil pour Jonathan David. Il va être très bon. C'est un buteur très polyvalent de toute façon. Je trouve qu'il sait tout faire. Il court vite, il tire bien, il sait dribbler, il sait passer, il sait centrer. C'est un super joueur. Moi, je le vois pas faire une phase de poule sans marquer, en tout cas, ça c'est sûr. Ok, on va passer à mon club de cœur. Et j'ai eu du mal. Et j'ai eu énormément de mal pour choisir mon club pour mon club de cœur parce que je voulais faire un choix. Je voulais vraiment choisir un joueur qui va choquer, qui peut choquer. C'était compliqué honnêtement. Je voulais prendre vraiment un joueur offensif. J'aurais pu prendre un Bremer, j'aurais pu prendre une recrue comme un Campaigners ou un Douglas Luiz. J'aurais pu prendre beaucoup de joueurs, mais j'ai choisi un jeune, surtout, qui a pris le numéro 10. Donc j'ai choisi Kenan Yildiz, vous pouvez vous en douter, donc turc, de 19 ans. C'est vraiment la saison dernière qui s'est révélé aux yeux de l'Europe. Franchement, il a fait une saison assez convaincante. En 27 matchs, il fait 2 buts, une passe décisive. Bon, bien sûr, si tu regardes que les stats, tu vas te dire oh là là, Yildiz, mais c'était pas si ouf que ça. Fallait regarder les matchs pour comprendre que c'était un joueur très talentueux, Yildiz. Parce que, encore une fois, je vais tout me répéter, mais dans cette composition et dans cette tactique d'Allegri, tu as du mal à marquer et à faire des passes décisives quand tu es un attaquant. Donc, encore une fois, fallait regarder pour voir qu'ils étaient talentueux. Il faut pas se fier sur les stats avec Allegri, pour moi en tout cas. Et cette saison, pour l'instant, il fait un bon début de saison. Il en a 3 matchs, il a 2 passes D. Donc c'est un joueur qui a un jeu assez séduisant, aussi bien que le jeu de Thiago Motta. Thiago Motta, j'aime plutôt bien son jeu, bon, malgré qu'on enchaîne avec 2 matchs nuls d'affilée. Bon, un contre homme, c'est assez logique, enfin, c'est assez normal. Un contre Empoli, je suis un peu moins d'accord. C'est pour ça que je suis pas forcément content du jeu offensif turinois, enfin Juventini, turinois ça se dit aussi. Et je suis pas content parce que autant défensivement, je trouve qu'on est peut-être une des meilleures défenses d'Europe parce qu'on n'encaisse pas et on n'a pas encore encaissé de but depuis le début en 4 matchs, c'est énorme. Et on a des défenseurs incroyables comme Gatti. J'aurais dû mettre Gatti. J'aurais dû le mettre. Bon, bref. J'aurais dû mettre Bremer. J'aurais pu mettre. On a une défense incroyable. Cambiasso. Bon, bref, c'est extraordinaire notre défense, je trouve. Elle est vraiment très belle. Je voulais prendre Yildiz parce que c'est le nouveau numéro 10 et ça me ferait mal de pas en parler parce que les numéros 10 de la Juventus, c'est vraiment mes idoles. Autant Dybala que Del Piero. Et bien sûr, il n'y a pas que. Et oui, il a fait une belle saison l'année dernière et il fait un bon début de saison cette saison. Et il a fait un bel euro, franchement. Je trouve que son euro avec la Turquie était très très bon. Il a été très créatif, il a apporté beaucoup de dangers avec des frappes même en dehors de la surface, ça m'a assez surpris. C'était une belle équipe de Turquie, franchement. Et c'était un élément perturbateur dans les défenses, ça c'est sûr. Donc j'ai trouvé qu'il mérite d'être sélectionné, mais c'est vrai que j'ai eu un peu de mal. Faut oublier qu'il est aussi formé au Bayern, donc c'est un joueur quand même. Il a fait Bayern Juventus même avant de jouer en pro, donc on va dire qu'il a eu, il a eu il a bien été formé. Donc passons maintenant à l'Inter Milan. J'ai choisi, alors là ça va faire débat. J'ai choisi Marcus Thuram. Alors bon, beaucoup de gens vont dire c'est n'importe quoi. Comment tu peux choisir Marcus Thuram? T'as eu son euro, c'est terrible. Et bon, je vais vous dire pourquoi. Bon. On sait qu'il est très 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 critiqué en France depuis son euro, qui est honnêtement assez logique. Je peux comprendre que les gens soient déçus de son euro. J'ai trouvé aussi qu'il a été plutôt mauvais à la finition. Il a été complexé, ça c'est sûr en tout cas. Il était super complexé, je trouve, offensivement. Il n'arrivait pas à terminer. Et il a été très... vraiment, il n'était pas juste dans son geste. Je sais pas comment ça se fait parce qu'il y a vraiment un monde d'écart entre Marcus Thuram à Milan, à l'Inter Milan pardon, et en équipe de France parce que à l'Inter il ne déçoit jamais ou très rarement en tout cas. L'année dernière en Serie A en 35 matchs il met 13 buts pour 12, non même 13 passes décisives, donc c'est à dire qu'offensivement il est vraiment il est aussi bon pour tirer que pour passer, donc forcément il n'y a pas grand chose à dire sur 26 réalisations
en une saison de Serie A, c'est énorme, hein, on se rend pas compte, sachant que c'est pas si facile de marquer en Serie A. Et en plus, son début de saison là, il est sensationnel. Et honnêtement, pour ceux qui regardent pas la saison de l'Inter, je pense que si on leur demande à tous qui est le meilleur buteur actuellement de l'Inter cette saison, donc niveau but marqué, je pense que tout le monde dirait Lautaro Martinez, mais il serait choqué de voir à quel point le début de saison de Marcus Thuram il est très très fort. Hein. Donc il fait un début de saison, bien sûr il est titulaire indiscutable au club, et ce qui est normal parce qu'il est super bon. Et il met en 3 matchs 4 buts et 2 passes décisives, donc il est vraiment super bon dans ce début de saison. Et je le vois faire exactement pareil en Champions League. C'est un joueur qui est vraiment adapté à la tactique de l'Inter, donc il n'y a pas de problème. Il est à l'aise là-bas, il se sent bien, donc il n'y a aucune raison qu'il ne réussisse pas. Mais on espère surtout le voir au même niveau en équipe de France. Ce serait cool. Et on va continuer donc avec Gérone. Donc Gérone l'année dernière, ça fait 3ème de Liga. Donc une bonne saison, une très très bonne saison pour le club, hein, une saison surprise. Jouer avec des champions pour Gérone, c'était inespéré je trouve. Donc c'est cool. C'est le 2ème club catalan cette année en Ligue des Champions, donc c'est bien. Sachant que j'habite à côté de la Catalogne, c'est cool. Donc pour moi, il n'y a pas trop de surprise sur le choix que j'ai fait. Bon, bien sûr, j'aurais pris Dobvik de base s'il était encore là, mais il est parti à Rome, ça c'est dommage. Je comprends pas son choix, mais... En soi, si, je comprends qu'il soit parti, mais je comprends pas pourquoi Rome. Sur Rome, ça a du mal. Cette saison, en 4 matchs, c'est 3 nuls, une défaite. Donc c'est 16ème de Serie A, quoi. Donc je comprends pas trop le choix, bon bref. J'ai choisi un autre Ukrainien donc, de Gérone, Viktor Tsigankov. Donc il est droit ukrainien de 26 ans, et je pense pas qu'il avait déjà 26 ans, dans ma tête qu'il était plus jeune, parce que c'est vrai que je le suivais pas trop quand il jouait, enfin si justement je le suivais quand il jouait au Dynamo Kiev, mais dans ma tête il était très jeune au Dynamo Kiev. Pour moi il avait genre 19 ans quand il jouait là-bas, donc après il avait 19 ans, il jouait déjà là-bas je veux dire, mais je pensais qu'il avait vraiment 23 ans moi, Tsigankov l'année dernière, mais non, donc il a 26 ans. Donc il est valorisé à 30 millions d'euros sur Transfer Market, et c'est clairement l'un des joueurs majeurs qui a permis à Gérone de lâcher une saison aussi extraordinaire. Il a été très bon, et je trouve que c'est un joueur vraiment pas égoïste. C'est un joueur vraiment qui lâche très vite son ballon, je trouve. J'avais beaucoup regardé le match de Gérone la semaine dernière parce que je trouve que c'était vraiment le petit poussé très intéressant à regarder, et il jouait bien en plus, c'était très intéressant, il mettait des gros scores, et des fois je le voyais arriver face au but et c'était un manquable, hein, et il préférait faire la passe. Donc oui, il est très réaliste, il prend pas de risques et il a raison parce que ça marche. Bien qu'il prenne des risques, hein, des fois il tire en dehors de la surface, etc. Et ça marche parce qu'il est très bon, il a une super qualité, il est très très fort. Mais c'est un joueur surtout pas égoïste et surtout pas personnel. Et moi je trouve ça bien en tout cas. Enfin, je trouve que c'est toujours mieux qu'un joueur qui fait pas de la passe. Donc ouais, c'était un joueur très réaliste. Donc c'est un joueur rapide. Bon, ça c'est encore une qualité assez logique pour un ailier, c'est sûr. La saison dernière, il joue 30 matchs, 8 buts, 7 passes décisives. C'est très très bien. Et encore une fois, un euro compliqué, mais très compliqué parce qu'en soi, il se blesse à son euro. C'est-à-dire qu'il joue, je crois, 30 minutes durant son euro ou 60 minutes. Bon, il joue vraiment pas beaucoup parce que il se blesse et c'est terrible. Euh, donc, ouais, c'est assez dommage. Il se blesse aux ischio, ouais, à l'ischio. Euh, et donc, il a vraiment très peu joué pendant l'euro. Mais bon, c'est pas le plus grave. Dans tous les cas, l'équipe ukrainienne n'était pas très belle à regarder jouer, donc à regarder jouer, pardon. Donc voilà. Et cette saison, pour l'instant, il est à un but et une passe décisive en 3 matchs. Donc c'est bon, c'est même très bon. Et c'est un des piliers de son équipe actuellement. Et si tu dois suivre quelqu'un à Gérone, je vois pas qui d'autre que lui. Donc c'est vrai que c'est pas le joueur qui me fait le plus rêver. C'est pas le joueur que j'ai forcément de suivre le plus. Mais s'il faut suivre bien quelqu'un à Gérone, c'est lui. Et c'est le patron là-bas actuellement. Donc je vois pas qui je pourrais dire d'autre. On va passer à Feyenoord Rotterdam. Donc je pense que pour ceux qui suivent l'Eredivisie, vous savez déjà qui je vais choisir, c'est un peu évident je trouve. Donc le Mexicain Santiago Jiménez.
Donc buteur mexicain de 23 ans, 1m83. Et donc vous savez bien pourquoi je le suis, pour ceux qui regardent Eredivisie. Il a une valeur marchande de 40 millions d'euros, donc ce qui est phénoménal pour un joueur d'Eredivisie. La saison dernière, donc, il met 23 buts et 6 passes décisives en 30 matchs, donc c'est presque une action décisive par match, donc c'est vraiment très fort. Et cette saison, pour l'instant, il est à 4 matchs de 4 buts de passes décisives, donc c'est aussi un début tonitruant cette saison. C'est un avant-centre très dynamique. Il est même souvent sur les côtés. Genre, il est souvent presque près du poteau de corner. On dirait presque un ailier des fois quand on le regarde jouer. Je comprends pas pourquoi il se positionne là. Il a une position assez étrange, mais ça fait le taf. Ça arrive souvent d'être sur les côtés et rappliqué dans l'axe ou de centrer. C'est intéressant à voir. Il a une finition extraordinaire. Hein. C'est une finition qu'il ne pardonne pas. Quand il tire, ça marque. Généralement, ça rentre à quasi tout le temps. Et il sait aussi éliminer son vis-à-vis. Hein. C'est pas seulement un joueur qui a la balle et qui tire, il sait dribbler, il le fait très bien. Donc c'est intéressant à le voir jouer. Moi en tout cas c'est le joueur que je vois faire la meilleure performance à Feyenoord. Sachant que c'est un joueur qui joue vraiment super bien avec son corps. C'est surtout très solide, hein. Même si c'est pas 1m90, 1m83 c'est pas non plus petit, mais on va dire que c'est pas non plus gigantesque. Non, c'est un joueur super solide. Pour ceux qui ont regardé la Ligue des Champions l'année dernière, bon, je sais que c'était pas le groupe le plus fantastique à regarder, mais il y a eu un match Feyenoord-Lazio. Je suis pas sûr que beaucoup étaient devant. Et il a mis un but et une passe décisive, il me semble. Ah non, il a mis un doublé. Et oui, non, il a mis un doublé ce match-là. C'est énorme, un doublé contre la Lazio. Et il était pas là-bas, je crois. Je sais plus si c'était où exactement. Mais bon, bref, dans tout cas, ça change pas qu'il a bien doublé à la Lazio. C'était pas mal. Et il a fait que 4 matchs dans sa phase de poule parce qu'il était suspendu pour les 2 premiers matchs. Donc voilà. Donc en tout cas, je pense que ce sera un joueur à suivre à Feyenoord. Et même. Non, je dirais pas de la compétition parce que je vois pas Feyenoord aller très loin. Mais en tout cas, lui, il est à suivre. Et je pense qu'il partira la saison prochaine. Donc passons en Croatie au Dinamo Zagreb. Donc j'ai choisi Martin Baturina, donc milieu offensif croate de 21 ans. Il fait 1m72, donc voilà, c'est un profil, c'est le genre de profil que je connais plus en tout cas pour un numéro 10. Donc voilà, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais des numéros 10 d'1m90 et des numéros 10 d'1m70. Parce que je trouve que c'est deux profils très différents et pourtant ça reste, quand c'est bien, quand tu sais jouer avec ta taille, avec ton physique, franchement, dans tous les cas, ça reste super fort. Donc, 20 millions d'euros, il coûte sur Transfer Market. Enfin, il est valorisé à 20 millions d'euros sur Transfer Market. Et pour l'instant, cette saison, il a 7 matchs, 5 passes décisives. Donc, il n'a pas encore marqué, mais bon, il est vraiment pas là pour marquer. Il est plus là pour relier, pour passer à l'intérieur de la surface, parce que il est très souvent aux abords de la surface. Et il a une qualité de centre énorme, donc forcément même une qualité de passe énorme. Il a une vista de fou furieux, il voit tout autour de lui. Et c'est vrai, il a une super vista. Donc il pourrait faire des passes les yeux fermés, il trouverait quand même ses coéquipiers, c'est un très bon joueur. Et c'est un élément perturbateur. Sachant qu'il est vraiment électrique ce joueur, c'est un joueur qui provoque ses actions, il est rapide, il joue vite en 1-2 aussi, comme je l'avais dit tout à l'heure, pour un autre joueur. Il attend beaucoup aux abords de la surface et il joue en 1-2 avec son attaquant, ou même avec qui est là, de toute façon il s'en fiche. Lui, son but c'est de passer, il le fait à merveille. C'est pas forcément un joueur qui tire, mais c'est un joueur qui contre-attaque, qui passe et qui est vraiment très très rapide. Donc ouais, c'est un super joueur. C'est pas le joueur qui vous marquera le plus de buts, c'est sûr, mais il est très très bon en passe et je pense qu'il fera quelques passes décisives à mon avis. Même si avec Dinamo Zagreb c'est forcément plus facile, mais bon, en tout cas je pense qu'il fera une belle phase de groupe et en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est un espoir croate, hein. Il n'y a pas de souci avec ça. On va retourner, pas du tout. C'est la première fois qu'on y va, je crois, en Belgique. Donc on est en Belgique, au club de Bruges. Donc j'ai choisi, bon, pour ceux qui ont déjà regardé ma vidéo sur le football grec, vous savez qui j'ai choisi. J'ai choisi Christos Solis.
Donc ailier gauche grec de 22 ans. Il arrive cet été de Düsseldorf où il venait de lâcher une saison extraordinaire. Donc bon, pour résumer un peu la saison à Düsseldorf, il était à Norwich. Enfin, Norwich l'a acheté il y a quelques saisons, en 2021. Et bon, ça fonctionne pas très bien à Norwich. Donc ils l'ont prêté à Twente. Ça n'a pas fonctionné. Donc ils l'ont reprêté ensuite à Düsseldorf en seconde division allemande. Et il a fait une saison énorme à Düsseldorf. Donc il fait une saison où il finit meilleur buteur de seconde division allemande. Il met 22 buts en 30 matchs. Il fait aussi 7 passes décisives. Mais bon, on va parler des buts là pour le coup. Donc ouais, meilleur buteur en tant qu'ailier. Ailier, voire même milieu gauche. Ouais, il est super, il est très très fort. Et là, oui, donc il est transféré, enfin, donc Düsseldorf l'achète pour 3 millions d'euros et le transfert à Bruges pour 6 500 000, ce qui est un prix raisonnable, je trouve, sachant qu'il avait été acheté à l'époque par Norwich plus de 10 millions d'euros, je crois, 11 ou 12 millions d'euros, ce qui était beaucoup trop pour un joueur qui avait joué qu'en Grèce. Là, je trouve qu'il a beaucoup plus confirmé. Je pense qu'il aurait pu coûter beaucoup plus que 6 millions. Après, ben, il a plus de 18 ans, mais 22 ans, ça reste super jeune. Donc, ouais, super saison l'année dernière. Donc, ils sont passés à rien du tout de monter en Bundesliga. Malheureusement, ils perdent en barrage après une super remontada de leur adversaire. Je sais plus du tout c'était qui. C'était. Non, je ne saurais plus vous dire. Mais bon, je vous mettrai une image de c'était qui. Ouais, donc ils se font remonter au match retour du barrage et au final, ils montent pas. Donc, c'est dommage. Et il faut pas oublier aussi le parcours en pokal qu'ils avaient fait. Ils vont en demi-finale, donc pour une équipe de seconde division aller en demi-finale, c'est pas mal. Mais ils prennent 4-0 contre Leverkusen. Bon, c'était Leverkusen l'invincible, avant de perdre contre Bergame 3-0 en finale d'Europa League, mais c'était l'invincible Leverkusen et forcément c'était prévisible qu'ils se prennent un gros score. Donc voilà, c'était une grosse saison en tout cas de Tsolis à Düsseldorf. Et donc en Pokal, il met 2 buts et une passe décisive en 5 matchs, donc ce qui est pas trop mal. Et déjà, il faut savoir que Tsolis, c'est un ailier très prolifique. Hein. Il apporte beaucoup, il crée beaucoup, il se dédouble tout le temps. Il est tout le temps sur son côté. Franchement, il est vraiment très très fort. Il est très perturbateur et dur à tenir pour un défenseur. Donc ouais, c'est vraiment un joueur incroyable. Il est aussi capable de se recentrer pour tirer, bien sûr, c'est un ailier, mais il s'est rentré dans la surface et il marque, comme on l'a pu le voir à sa saison dernière où il met 22 buts, c'est énorme. Et pour l'instant, dans ce début de saison, c'est plutôt pas mal. Il est à 8 matchs, 3 buts, donc c'est bien pour un début de saison et une nouvelle aventure. Hein. Il y a un temps d'adaptation. Et mettre déjà 3 buts en 8 matchs, c'est déjà pas trop mal. En plus, il passe quand même de seconde division allemande à Jupiler Pro League. Donc il y a quand même une petite différence de niveau. Bien sûr, elle n'est pas phénoménale parce qu'on sait que la Jupiler Pro League, c'est pas non plus le championnat le plus dur. Mais ça reste un championnat où ce qu'il faut faire le taf quand même. C'est pas. Le championnat belge, c'est pas si facile que ça. Donc voilà, donc, en tout cas son début de saison il est pas trop mal. Moi c'est vrai que j'aurais bien aimé voir Solis aller dans un autre club que Bruges, je m'attendais à ce qu'il aille, pas dans un club qui joue la Ligue des Champions, mais je m'attendais à ce qu'il aille dans un club moyen d'un championnat, d'un des 5 championnats majeurs. Je le voyais bien rester en Allemagne, enfin aller en Allemagne genre, je sais pas, Wolfsburg, comme l'a fait Koulirakis, donc défenseur central, j'en parlerai de lui dans une prochaine vidéo je pense parce que je l'aime beaucoup. Mais ouais je le voyais aller dans un club de Bundes qui jouait pas la Ligue des Champions, mais je le voyais aller dans un club de Bundes. Et c'est un choix aussi pour jouer la Ligue des Champions, donc ça va le faire découvrir aux yeux de l'Europe, ça c'est cool. Parce qu'il y a plein d'Européens qui ne le connaissent pas, parce que très peu suivent la D2 allemande. Je pense qu'il est surtout connu en Allemagne et en Grèce. Et il a fait un super match de conférence de National League, pardon. Il a marqué contre l'Irlande. Il a fait un super but contre l'Irlande, au cas où. Voilà, je vous le dis, si vous voulez savoir. Moi j'aime beaucoup de Solis, je trouve qu'il est vraiment très bon. Et super rapide aussi. Je sais pas si je l'ai précisé, mais c'est vraiment un joueur très très rapide. Passons maintenant en Écosse, à Glasgow. On va aller au Celtic.
Donc j'ai choisi un Belge, j'ai choisi Arne Angels, donc milieu de terrain, je le connaissais pas, je tiens à vous le dire, je le connaissais pas, je l'ai vraiment découvert en faisant les recherches pour la vidéo, et c'est un milieu de terrain de 21 ans, donc belge, comme j'ai pu le dire. Il arrive au Celtic cet été pour 11 millions d'euros, en provenance de Augsbourg, donc en Allemagne, donc en Bundesliga bien sûr. La saison dernière, il a joué 32 matchs, 3 buts, 5 passes décisives, donc c'est des stats cohérentes pour un joueur, pour un milieu de terrain évoluant dans un club comme Augsbourg. Donc il n'y a rien à lui dire en tout cas sur ça. C'est un joueur en tout cas qui était intéressant et c'est bien qu'il soit allé dans un autre club, en tout cas un club qui joue avec des champions, c'est cool. En tout cas, pour l'instant en Écosse, il a joué 2 matchs, il a marqué un but. Il n'est pas encore considéré comme un joueur incontournable, mais c'est une question de temps, je pense, parce que il a marqué un but dans le dernier match contre Hurt. C'est un rival, enfin, c'est un des meilleurs clubs écossais. C'est même le troisième meilleur club écossais, donc c'est bien. Il a marqué dans un derby. Donc c'est encourageant pour la suite, et je pense que c'est qu'une question de temps avant qu'il devienne un incontournable du club. Et surtout, faut souligner qu'il peut jouer partout. Il est très 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 polyvalent. La saison dernière, il a joué. Oh, alors je vais vous lister. Il a joué au milieu de terrain, donc son poste habituel, ce qui est normal. Il a joué milieu droit, ce qui reste normal. Arrière droit, ok, ça change un peu. Latéral droit, ok. Latéral gauche, je voulais dire, hein, bien sûr. C'est mal dit. Latéral gauche, je l'ai très mal écrit quand même. Milieu offensif. Et il a joué aussi latéral, milieu gauche, je crois. Bon, il joue partout en gros. Il peut jouer autant offensivement que défensivement, et c'est ça qui me surprend. Parce que oui, c'est un joueur complet, il n'y a pas de souci. Il y a plein de joueurs super complets qui peuvent jouer à plusieurs postes. Et là, il peut jouer MOC, donc milieu offensif central. Il peut jouer latéral droit, latéral gauche. Parce que autant milieu de terrain, milieu droit, milieu gauche, c'est normal. Bon, latéral droit, latéral gauche, ça ressemble à milieu droit, milieu gauche, il n'y a pas de souci. Après, milieu offensif, c'est différent, hein. Moi, je trouve que c'est plutôt. C'est assez particulier en tout cas. Et il n'y a pas de joueurs qui savent le faire, donc chapeau à lui. Euh, donc pour moi, il sera à suivre. Pour moi, c'est un des joueurs les plus intéressants à suivre côté Celtic. Bon, il y en a bien sûr d'autres, mais j'ai porté mon choix sur lui. Donc on va passer encore à un club de Ligue 1. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs de Ligue 1. Bon, beaucoup, comparé à d'autres championnats, c'est pas énorme, mais il y en a beaucoup plus qu'avant, ça c'est sûr. On va parler de Brest, donc le petit poussé de la saison dernière en Ligue 1. Donc beaucoup de gens ont été surpris par la saison de Brest, et moi le premier, parce que je m'attendais pas à ce qu'ils se qualifient pour la Ligue des Champions, mais bon, c'est magnifique. Donc j'ai choisi Romain Del Castillo. Bon, beaucoup de gens le connaissent déjà en France. Il est droit français de 28 ans, 1m72. Il coûte 10 millions d'euros sur Transfer Market, donc il est valorisé à 10 millions d'euros sur Transfer Market. Donc c'est un joueur avec un super pied gauche, mais aussi un bon pied droit. Donc il est pas qualifié comme ambidextre, mais on pourrait le dire, parce qu'il sait faire les deux. L'année dernière, c'était un élément important de la qualification en Champions League. Il n'y a pas que lui bien sûr, hein, mais il a fait une très bonne saison. Il a inscrit 8 buts et 8 passes D en 33 matchs de Ligue 1. Donc c'était une belle saison, une très très belle saison. Et dans son début de saison aussi, très très solide, il met en 4 matchs 2 buts et une passe décisive. Et il sera forcément un joueur clé pour Brest, ça c'est sûr. Je pense que c'est le meilleur joueur du club actuellement à Brest. Je vous laisse me le dire, les Brestois, parce que vous suivez plus que moi le club. Mais je pense que vous en attendez beaucoup de lui, et ce qui est normal, parce qu'il a fait une belle saison l'année dernière, et son début de saison aussi est intéressant. Donc j'espère que vous ferez un beau parcours, les Brestois. En tout cas, j'espère que tous les clubs français feront un beau parcours. Et en tout cas, bravo à Brest déjà pour sa participation en Champions League. On va passer maintenant à Dortmund. Donc Dortmund, j'ai choisi Serhou Guirassy. Donc Guirassy, comme vous connaissez, il termine l'année dernière deuxième meilleur buteur de Bundesliga avec 28 réalisations. Donc derrière Harry Kane qui était à 36. Bon, c'est Harry Kane hein, avec le Bayern, forcément, on s'attendait à une saison phénoménale. Mais Guirassy, il en met 28 avec Stuttgart, qui finit quand même deuxième hein, devant le Bayern. De Bundesliga, faut quand même le préciser. Donc je dis pas que Stuttgart est moins bon que le Bayern, mais bon, sur le papier, c'est sûr qu'il y a une différence. Donc oui, il arrive tout juste de Stuttgart, donc c'est un choix que beaucoup de joueurs font en Allemagne. Après avoir lâché une bonne petite saison dans leur club, ils vont à Dortmund, bon, je comprends. Ouais, ça me faisait penser un peu à Füllkrug, donc voilà, il avait fait un super début de saison avec son club, et après il est parti à Dortmund, c'est ce qu'ils font généralement. Donc oui,
Donc ouais, c'est un bon choix je trouve pour Dortmund. Sans oublier qu'il a été acheté pour 18 millions d'euros. Et quand tu vois 18 millions d'euros pour un joueur qui a quand même claqué 28 buts en Bundesliga en jouant à Stuttgart, tu te dis waouh, c'est une plutôt bonne affaire. Mais ce qui est quand même compréhensible, sachant que Guirassy n'a pas 22 ans, il en a 28. Donc il a quand même encore, il en a encore dans les jambes, mais il s'approche de la trentaine, ça c'est sûr. Donc bien sûr, ça enlève un peu de valeur, mais je trouve qu'il vaut quand même plus que 18 millions d'euros. Enfin, je trouve que c'est quand même une très bonne affaire de la part de Dortmund. Je pense que c'est plutôt plaisant à Stuttgart parce que je pense qu'ils veulent faire des achats. Je pense qu'ils ont besoin d'argent. Donc, bah, en tout cas, c'est un très bon coup pour Dortmund. Et donc, il a joué qu'un seul match depuis le début de saison, ce qui est normal vu qu'il s'est blessé au genou. Donc là, il est revenu, il a joué un seul match et il n'a pas encore marqué. Mais en un match, c'est pas facile aussi. Donc c'est un buteur très solide et j'ai pas de doute qu'il va déjà lâcher une très bonne saison de Bundesliga et en espérant qu'il fasse une très bonne saison de Ligue des Champions. Euh, c'est un super bon joueur. Donc là, il reste plus qu'une dizaine de clubs, il me semble. Je passe le truc le micro à droite parce que je commence à avoir mal au main. Donc il reste plus qu'une dizaine de clubs. Je crois que justement il reste tout pile 10. Donc on va parler de Bologne. Donc le magnifique Bologne de la saison dernière de Thiago Motta. Moi en tout cas je l'ai trouvé phénoménal la saison dernière avec Thiago Motta. Là maintenant c'est différent, mais ça reste un super bon club, hein, Bologne, qui va sans doute qui va se donner à fond, en tout cas ça c'est sûr. Donc j'ai choisi un buteur argentin de 19 ans, donc pour ceux qui connaissent un peu la saga, vous vous doutez de qui c'est Santiago Castro. Donc 1m79, il vaut 12 millions d'euros de valeur marchande sur transfer market. Donc il arrive l'hiver dernier en provenance de Vélez Sarsfield en Argentine. Donc pour 12 millions d'euros, donc sa valeur marchande actuelle. Et il est considéré par beaucoup, en tout cas en Argentine, comme un des futurs du pays, de la sélection. Et oui, donc la saison dernière, il joue que 8 matchs avec Bologne, ce qui est alors normal parce que il arrive dans un club qui était déjà en train de faire une saison très très bonne. Donc forcément, ajouter quelqu'un à ton équipe sans savoir ce que ça a donné, ça fait peur. T'as peur que d'un coup ça dérape. Donc je peux comprendre que Mota ait un peu hésité à le faire jouer. En plus 8 matchs en soi en une demi-saison, c'est pas non plus ridicule. En plus pour son âge. Donc en tout cas, toutes les fois où il a joué, il a été intéressant je trouve. Bien sûr, son match, qu'il a vraiment fait, en tout cas qui m'a fait le découvrir, c'était contre la Juventus. Je crois que c'est la dernière journée du championnat, ou l'avant-dernière. C'est Juventus-Bologne le match, et il met un but et une passe décisive. Le but était sensationnel, et je me rappelle vraiment, c'était un très très beau but. Et la passe décisive, je vais pas vous mentir, je me rappelle pas trop de cette passe décisive. En tout cas, elle m'a pas marqué. Mais son but était incroyable et je me rappelle encore des commentateurs qui disaient que il aurait dû être, enfin, qu'il devrait être pris pour la Copa América. Au final, il n'a pas été pris. Et c'est dommage parce qu'il a été super bon. Et en tout cas, il est en train de prouver, il est en train de confirmer. Et actuellement, il est en train de devenir un des titulaires indiscutables du club parce que depuis ce début de saison, il est déjà un but et une passe décisive en 4 matchs. Passons à Benfica, Lisbonne. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de Français, donc Portugais qui habitent en France, qui parlent français, qui sont pour le Benfica, pardon. Et donc, j'ai choisi, pour ceux qui me connaissent, vous savez qui j'ai choisi de toute façon, parce que j'ai son maillot, Pavlidis, donc Vangelis Pavlidis, donc buteur grec de 25 ans. Il arrive à Benfica pour 18 millions d'euros en provenance de la Dakar après une saison sensationnelle où ce qui finit meilleur buteur d'Eredivisie ex aequo avec Luc de Jong. Il inscrit 29 buts en 34 matchs, ce qui est énorme. Bien sûr, on sait que l'Eredivisie c'est pas non plus le championnat le plus compliqué du monde, mais pour mettre 29 buts en 34 matchs, faut quand même le faire. Donc il arrive à Benfica après cette saison énorme où ce qui finit meilleur buteur ex aequo avec Luc de Jong. Et il fait franchement une super pré-saison à Benfica. Moi dans la tête, quand je vois sa pré-saison, je me dis oh là là, il va tout éclater au Portugal. J'étais trop content parce que c'est un joueur que j'aime énormément. Parce que je suis grec, bon bref.
Je vais pas vous faire toute l'histoire. Et donc ouais, il fait une super pré-saison, il met un but à tous les matchs, je crois qu'il joue 4 matchs, il doit mettre 4 buts, 5 buts, il était vraiment très très bon. J'ai pas retrouvé les scores parce qu'ils affichent pas qui a marqué dans les résultats des matchs amicaux, ce qui est dommage, mais il avait marqué, bon, il avait fait une super pré-saison. Et ensuite, malheureusement, ce qui se passe, comme beaucoup des supporters de Benfica se sont plaints, c'est la tactique de Roger Schmidt, qui a mis beaucoup de supporters benfiquistes d'accord. C'est sur le fait qu'il était plus haut niveau, ce coach. Malgré qu'il y a 2 ans, il me semble, il ait fait un super parcours avec le club. Bien sûr, beaucoup de supporters l'ont remercié pour ça, mais c'est une page qui se referme. Donc oui, il est viré, Roger Schmidt. Les supporters sont contents qu'il soit parti. Il est remplacé par Bruno Lage. Ce qui est plutôt positif parce que le début de saison, malheureusement, de Roger Schmidt est vraiment pas convaincant. Déjà, son dernier, les supporters voulaient qu'il parte, mais le club l'a gardé jusqu'au début de saison, ce qui a malheureusement terni son image. Beaucoup de supporters justement regrettent qu'il ait gardé pour le début de saison parce que ça a encore plus terni son image au club. Ils auraient aimé qu'il parte après sa saison-là, qui était déjà un peu limite, en tout cas dans le jeu, d'après beaucoup de supporters. Et bon, maintenant il est parti comme ça. Malheureusement, ça a un peu entaché son image, mais ils le remercieront toujours pour sa magnifique saison qu'il avait fait en Ligue des Champions il y a 2 ans. Et donc bon, ça laisse place à Bruno Lage, donc le nouveau coach, qui en plus a gagné son premier match hier, donc son premier match avec Benfica. 4-1, Pavlidis n'a pas marqué, mais c'était un très bon match. J'ai vu que les supporters Benfica étaient très contents, c'était un soulagement pour beaucoup, j'ai vu vraiment des réactions de fou. Ça devait être un soulagement quand même parce que ils étaient pas très bien en classement, ils étaient 14e je pense Benfica, ou dans le top 10 en tout cas, c'est sûr. Enfin, c'était pas un bon début de saison, même si Paul 10 a joué 4 matchs depuis le début de saison, il a mis un but et une passe décisive. Bon, bien sûr, je m'attendais à plus, mais bon, c'était compliqué sous Roger Schmidt. Hâte de voir ce que ça a donné en tout cas cette saison en général pour Pavlidis. J'espère qu'il va concurrencer Gyökeres et faire une super saison. Et j'espère qu'il fera aussi une grande Ligue des Champions, Pavlidis. Je vois pourquoi il n'y arriverait pas, surtout que maintenant il y a un nouveau coach, tout se passe mieux. Et c'est un joueur qui se la donne beaucoup, Pavlidis. Il fait beaucoup d'appels de balles, il a une super finition, il sait jouer des 2 pieds et c'est un buteur imposant. Il a tout ce qu'il faut pour être un des meilleurs buteurs de cette saison. Et j'espère que il y arrivera en tout cas. Donc, non, on va passer au Bayern. Et j'ai plus d'eau. Donc je suis en train de mourir de soif. Donc j'ai fait un choix étrange. Alors là, c'est vrai que c'est un choix assez étrange. J'ai choisi Manuel Neuer. Donc l'iconique Manuel Neuer. Parce que de 1, ça me tenait à cœur de parler d'un gardien. Parce que j'aimerais bien que toute personne qui puisse regarder cette vidéo puisse sentir son poste. Parce que j'ai fait des défenseurs, j'ai fait des milieux de terrain, j'ai fait des attaquants, ailiers, milieu, j'ai fait des milieux défensifs, j'ai fait des latéraux, des centraux, j'ai tout fait. Mais j'ai pas fait de gardien, et le plus important, c'est un poste très important et qui est très négligé par les gens en général. Les gens se rendent pas compte du niveau que c'est, et de l'importance qu'a un gardien dans une équipe. Donc c'est important de parler d'un gardien au moins, et je pense que surtout, en plus, Manuel Neuer, ça me tient à cœur que ce soit lui, parce que c'est sans doute sa dernière saison en haut niveau. Je pense pas qu'il en fera une de plus, en espérant qu'il le fasse, mais ça étonnerait. Il a 38 ans, donc c'est compliqué. Et si c'est sa dernière saison en haut niveau en Ligue des Champions, faut y faire attention parce que ça va être une grande page qui se tourne. D'ailleurs, c'est pour moi l'un des meilleurs gardiens du 21e siècle. Bon, bien sûr, beaucoup diront que c'est le meilleur. Moi, je suis pas de cet avis parce que je préfère Buffon. Donc voilà, il faut faire attention à Manuel Neuer parce que si c'est sa dernière année, beaucoup ont regretté de ne pas avoir assez profité de lui, de son magnifique jeu de gardien, si excitant parce que c'est un gardien qui est
qui joue, il n'est pas cloué dans ses cages, il sort, il est extraordinaire ce gardien, et très peu ont fait comme lui. Donc profitez-en. En plus, il a un bon début de saison, ça va. Il est en 2 clean sheets en 4 matchs, donc c'est solide. Un match sur 2, c'est un clean sheet, c'est bien. Suivez-le, vraiment. Je vous conseille de vraiment faire attention à Manuel Neuer avant qu'il finisse sa carrière. Bon, je vous conseille de suivre le Bayern d'ailleurs parce que c'est une super équipe à regarder jouer. Et de faire attention à Neuer avant qu'il ne soit plus dans le football de haut niveau. Parce que là, c'est vrai que je sais plus trop. C'est compliqué. Il reste toujours des bons gardiens, mais il n'y a plus Casillas, il n'y a plus Buffon, il n'y a plus Neuer. C'est qui la relève? La vraie relève, je parle, hein, du même niveau qu'eux. Pour l'instant, il n'y en a pas pour moi. Bon, je vous laisserai en débattre dans les commentaires si vous avez envie d'en débattre. Mais je ne considère pas Ederson ou Alisson au même niveau qu'un Neuer, un Buffon ou un Casillas. En tout cas, pas pour l'instant. Passons à notre club allemand, donc l'invincible ou presque invincible Bayer Leverkusen. Donc oui, invincible parce qu'ils ont perdu leur dernier match de la saison, qui plus est 3-0, donc c'est dommage parce que va faire une aussi belle saison pour perdre 3-0 son dernier match, en plus en finale d'Europa League contre l'Atalanta, c'est dommage. Mais bon, bref, restons pas sur ça, on va surtout parler d'un joueur à suivre, encore une fois. Et il n'y a pas de surprise, j'ai pas voulu faire de surprise, j'ai choisi Florian Wirtz. Vous le connaissez tous, numéro 10 allemand de 21 ans. Il fait une saison extraordinaire la dernière. Il gagne déjà la Bundesliga en 32 matchs. Il inscrit 11 buts, 12 passes décisives. Donc super joueur. Il remporte aussi la Pokal et va en finale d'Europa League. Il la perd, comme j'ai pu le dire avant. Il est estimé à 130 millions d'euros sur Transfer Market. Et cette saison, il est déjà à 5 matchs, 3 buts, une passe décisive. Donc c'est très fort. Et j'ai surtout hâte de voir ce que ça a donné en C1. Parce que c'est un joueur, vraiment, il est fulgurant ce joueur. Il est. Moi personnellement, j'ai pas forcément été fan de son euro. À Wirtz, je pas trop. Enfin, il y a des bonnes choses, mais c'est pas le joueur que j'ai vu à Leverkusen, je trouve. Ce qui est normal, hein, le foot de sélection, on sait que c'est un monde à part que le foot de club. Donc voilà, c'est normal. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça a donné en C1 parce que l'Europa League, encore une fois, c'est différent de la Champions League. J'ai hâte de le voir dans un grand soir, dans un match avec beaucoup de pression. J'ai vraiment hâte de le voir. Et je sais qu'il fera un truc extraordinaire. Hein. Il a une qualité vraiment sublime de passe, de tir. C'est un super numéro 10 et j'espère qu'il fera une super saison aussi cette année. Donc, et j'aime bien le personnage. Pardon. J'ai beaucoup de supporters du Barça qui disaient que il viendrait au club. Bon, je suis pas sûr qu'ils aient les moyens, mais pourquoi pas. Il me semble qu'il aime plutôt bien le Barça. Il me semble, Wirtz, pourquoi pas un jour pour nos amis barcelonais. Et en parlant donc de nos amis barcelonais, plutôt bonne transition parce qu'on va parler du Barça. Donc il n'y a pas de surprise non plus. J'ai pas voulu faire de surprise. Lamine Yamal, évidemment, donc il est espagnol de 17 ans. 2007, donc comme moi. Bon, moi, je suis devant ma caméra, enfin dans mon téléphone avec mon petit micro en train de faire une review des joueurs et lui, il arrache tout en Liga. Bien sûr, je me plains pas, hein, je suis très content de le faire. Mais c'est incroyable son niveau de précocité, c'est vraiment un joueur extraordinaire, comme on va en voir rarement et comme on en a très rarement vu. Donc il éclate tous les records, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas beaucoup à argumenter sur ce genre de joueur, tout le monde le connaît. Je me rappelle pendant l'Euro, j'entendais des gens dans la rue qui regardaient même pas le foot, qui parlaient de lui, ils savaient même pas son nom, mais ils disaient si le mec là de 17 ans, le 2007 là, mais tout le monde le connaît, Yamal maintenant, il a tellement terrorisé l'Europe avec son Euro et sa saison bonne aussi au Barça l'année dernière, que les gens le connaissent maintenant, c'est un joueur extraordinaire. Techniquement extraordinaire, mentalement extraordinaire, parce que vu son jeune âge, c'est étonnant de le voir aussi bon. Ah, je l'aime beaucoup, Yamal, franchement. Encore plus avec son début de saison. 5 matchs, 3 buts et 4 passes décisives, c'est énorme. Il est actuellement, je pense, c'est vraiment l'élément le plus talentueux, en tout cas, du FC Barcelone actuellement. Franchement, le Barça, il n'y a rien à dire aussi. Ils ont un centre de formation extraordinaire. Ils n'ont même pas besoin d'acheter des joueurs ailleurs pour des centaines de millions d'euros vu qu'il est créé. Non, le Barça c'est vraiment extraordinaire. Moi,
Je le vois faire une grande saison. Et je vois Yamal faire une très grande saison. Et j'espère qu'il restera toute sa carrière là-bas. Parce que bon, Messi, c'est son idole. Donc je vois pas pourquoi il partir en tout cas. Bref, ça c'est un autre, enfin, c'est autre chose. En tout cas, ouais, voilà, j'aime beaucoup Yamal et je pense qu'il fera une grande Ligue des Champions. Sachant que de match en match, il devient de meilleur en meilleur. C'est vraiment un excellent joueur. Et oui, il coûte 120 millions il coûte 120 millions pardon, sur Transfer Market. J'articule très peu là. J'espère qu'on comprendra ce que je dis. On comprendra ce que je dis. Ok, on va passer à l'Atlético Madrid maintenant. Donc on reste en Espagne. Et j'ai choisi un médaillé d'or olympique, donc Pablo Barrios, milieu central espagnol de 21 ans. Donc tout d'abord, la saison dernière, il nous a fait une bonne saison. Il a joué 24 matchs, bien sûr pas en entier parce que c'était pas un indiscutable à ce moment-là en tout cas. Il joue quand même 1550 minutes, donc en 24 matchs en 2 Ligas, c'est pas mal. Il fait une passe décisive seulement. Il fait juste une passe décisive. Bon, après, bien sûr, les stats, ça veut rien dire, encore une fois, je tiens à le dire. Même si, bon, quand t'as des grosses stats, oui, tu comprends. Genre, un Haaland, quand tu vois ses stats, tu comprends. Mais ça veut pas toujours tout dire. Voilà. Donc, je viens à dire que c'est pas parce qu'il a fait qu'une passe décisive que c'est pas une bonne saison, hein, bien sûr. Donc, c'est un joueur qui est très intelligent sur le terrain. Et. Enfin, bien sûr, qu'il manque d'expérience, ça c'est évident, mais c'est normal à cet âge-là. Mais c'est un joueur très intelligent, je trouve, aussi classe. C'est un milieu de terrain, c'est classe. J'aime beaucoup le joueur. J'aime beaucoup le profil en tout cas. Mais il y a une chose qui m'inquiète chez lui. Il n'y a qu'une seule chose qui m'inquiète vraiment, c'est son physique. Parce qu'il s'est beaucoup blessé la saison dernière. Donc il a déjà fait une blessure au ménisque qui l'a empêché de jouer 5-6 matchs, il me semble. Et ensuite, il a eu des petits problèmes musculaires par-ci par-là qui lui ont fait rater encore quelques matchs. Donc, j'ai un peu peur. Je sais pas si les préparateurs physiques de l'Atlético sont catastrophiques ou il est un peu fragile physiquement. J'espère que c'est aucun des deux. J'espère que c'était juste une mauvaise phase. Mais j'espère qu'il ne blessera pas trop parce qu'il a vraiment un super talent et s'il se blesse, ça peut vraiment tout gâcher. C'est dommage. Donc ensuite, faut pas être ses Jeux Olympiques, hein. Il a fait un très bon jeu olympique, un convaincant en tout cas. Il remporte la médaille d'or, ce qui est toujours ça en plus dans ton palmarès. Il n'y a pas tant de joueurs qui l'ont dans leur palmarès, la médaille d'or. Et cette saison, ouais, Diego Simeone, il a confiance en lui, donc je comprends en soi. C'est un joueur qui est là, je crois, qui est formé là-bas. Donc c'est un mec qui aime le club, qui aime le maillot, qui aime le blason, qui aime le logo. Donc c'est évident qu'il soit titulaire en soi et que le coach ait confiance en lui, sachant que ça doit être un sacré bosseur à mon avis. Et le coach a confiance en lui tant bien que qu'il joue 315 minutes cette saison pour l'instant en 4 matchs, faisant de lui l'un des joueurs qui joue le plus de minutes sur la pelouse de l'équipe, hein, bien sûr. Donc c'est intéressant, c'est un des joueurs qui joue le plus de l'Atlético Madrid cette saison, donc à voir ce que ça donne. Personnellement, quand j'ai fait mon choix, j'ai été voir un peu, j'arrivais pas à me départager sur certains joueurs. Je voulais parler de Julian Alvarez, qui est un choix facile, mais je me suis dit, pas trop de mettre trop de buteurs, je trouve ça facile. Et j'étais voir les joueurs qui jouaient le plus, et je vois Pablo Barrios, que je connaissais déjà de nom, pas forcément plus que ça, mais je le connaissais déjà bien de nom, et que j'ai déjà vu jouer 2-3 fois. Et je vois 315 minutes, et je vois il y en a très peu qui ont plus que lui. Et je me dis waouh, bah, je pense que j'ai trouvé la personne pour qui j'ai envie de parler. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai choisi, parce que ça m'impressionne à son âge de jouer autant. Sachant que la saison dernière, il jouait pas plus que ça. Je pense que les Jeux Olympiques, ça a plutôt bien séduit le coach. Je pense que c'est un joueur de toute façon qui bosse et les bosseurs, il n'y a rien de mieux que ça de toute façon dans le football. Si tu bosses, t'es récompensé. Donc il reste, il me semble, 1, 2, 3, 4 clubs. Ok. Atalanta Bergame. Donc champion d'Europa League en titre. Oh, j'ai du mal. Donc désolé encore une fois si j'ai bégayé, si je zozote, si je fais des bruits de bouche, c'est parce que c'est très cardio comme vidéo, je sais pas elle va durer combien de temps, j'ai plus d'eau et je suis KO là. Parce que la vidéo était très longue à écrire, il est 22h, je suis mort. Donc pardon les gars. Mais j'espère qu'elle vous plaira quand même la vidéo, j'essaye de faire le mieux possible, mais là mon cerveau il est en ébullition et faut que je la sorte avant
mardi soir, parce que si je la sors après le premier match, je trouve ça dommage. Donc pour le gagnant de l'Europa League en titre, j'ai du mal à choisir, mais finalement j'ai choisi le milieu offensif belge de 23 ans, Charles de Ketelaere, j'espère bien le dire. Donc il a été prêté la saison dernière en provenance de l'AC Milan, donc à l'Atalanta, parce qu'il a eu du mal à s'imposer à son arrivée en Italie. Et ça s'est bien passé à l'Atalanta, franchement. Moi, j'avais pas mis ma pièce sur lui, parce qu'en fait, quand il est arrivé à la Milan, j'étais content. Il venait de Bruges, et je me suis dit, waouh, c'est un joueur qui a de la classe, encore une fois. J'aime beaucoup les milieux offensifs qui font 1m92, parce que 1m92, qui font plus d'1m90. J'aime bien quand les grands milieux offensifs centraux. Je les trouve mais très classe, je me répète. Mais et surtout il est très classe, hein. Son surnom c'est le prince Charles. Donc, bon, c'est une ref aussi à la Belgique, hein. Mais c'est aussi un définitif, un descriptif pardon qui est classe. Euh, donc ouais, quand il est arrivé de Bruges à Milan, je me suis dit oh là là, lui il va tout éclater. Je me suis dit, j'aimais bien vraiment son style de jeu, je le trouvais intéressant et je me suis dit oh, ça correspond plutôt bien à Milan. Bien sûr que je ne suis pas supporter de Milan, mais je me suis dit pourquoi pas. Et au final ça a flop. Ce qui est aussi compliqué une première saison encore en Serie A quand tu viens du championnat belge ou de n'importe quel championnat en général. Et donc après il est prêté à l'Atalanta et là il s'est bien amusé je pense sur le terrain. Il s'est senti beaucoup plus à l'aise, ça c'est sûr. Et maintenant c'est un élément important du club. Et son début de saison, on veut tout dire. Il a un but, une passe décisive en 4 matchs, donc c'est très bien, c'est pertinent en tout cas. Il est à l'aise dans le club, on le voit, et il devient vraiment un joueur clé, un joueur phare du club, donc c'est cool. Donc oui, c'est bien qu'il se soit relancé là-bas, et je pense qu'il fera une belle saison en général et en Ligue des Champions. Pour moi, c'est le joueur à suivre du club. Hein. Très clairement, je pense qu'il faudra bien le suivre en tout cas cette saison. Enfin, si vous regardez Atalanta, en tout cas, il serait cool à voir. Je peux vous assurer que c'est toujours cool à voir jouer un joueur comme lui. C'est dur, hein. Ok. Aston Villa maintenant. Donc Aston Villa, j'ai fait un choix qui peut peut-être surprendre parce qu'on aurait pu parler d'Ollie Watkins, donc le buteur, qui est sensationnel et très très bon. Et je ne vais pas dire le contraire bien sûr, mais j'ai choisi John McGinn, le capitaine donc de l'équipe, milieu de terrain enfin c'est un écossais bien sûr, milieu de terrain écossais de 29 ans, capitaine donc comme je le disais d'Aston Villa. Et pour moi, c'est le joueur le plus important de son équipe. Mais vraiment, je pense que sans lui, Aston Villa, c'est pas la même équipe. Je m'explique. Pour moi, vraiment, c'est le joueur parfait parce que, enfin, c'est le milieu de terrain parfait pour Aston Villa. Il connecte parfaitement pour moi la défense et l'attaque. Vraiment, c'est un pilier. Pour moi, s'il n'est pas là, à cet endroit-là, bam, tout s'effondre. Il est extraordinaire, je le trouve. Vraiment, il fait son taf à fond. C'est vraiment le patron pour moi. C'est le patron d'Aston Villa. Bien sûr, je suis pas un grand fan d'Aston Villa, je regarde pas tous les matchs d'Aston Villa. J'ai déjà regardé plusieurs matchs et vraiment, je trouve que sans lui, waouh, il faut qu'il joue. Je vois pas cette équipe d'Aston Villa sans lui en tout cas. Donc c'est pour ça qu'il est capitaine à mon avis, déjà parce qu'il a de la hargne et il est vraiment très expérimenté pour son âge. Enfin, il a 29 ans, mais il a déjà une super expérience, ce qui est normal pour son âge, mais ils n'ont pas tous cette expérience-là à son âge. Donc voilà, pour moi c'est vraiment le patron de cette équipe, c'est un transmetteur. C'est l'expression parfaite je pense pour lui, il est transmetteur. Il fait la connexion, il est génial, j'aime beaucoup McGinn. Il est très bon offensivement mais défensivement aussi. C'est un joueur à part, il est super mature et vraiment j'ai super hâte, mais vraiment c'est un des joueurs dont j'ai plus hâte de voir jouer en Champions League, c'est lui. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça a donné. En espérant qu'il floppe pas, parce que vraiment là je le surcote peut-être, mais je suis très content. Parce que c'est un joueur qu'on parle très peu, alors que c'est vraiment un crack. Enfin, c'est un crack, bon, il a 29 ans, hein. Mais vous allez découvrir un grand joueur si vous le connaissez pas encore, je pense. Et voilà. Donc, très hâte de le voir jouer. Donc, il reste plus que 2 clubs. Aïe, 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 aïe. Oui, c'est ça. Donc, bon, donc il reste plus que 2 clubs. Donc, Arsenal et AC Milan. On va commencer par Arsenal. Donc, pour Arsenal, j'ai choisi un Français. Donc, vous vous attendez à qui? Enfin, vous devinez qui c'est, je pense. William Saliba, donc défenseur central français de 23 ans, que je considère actuellement comme l'un des meilleurs défenseurs du monde. En tout cas, depuis son Euro, je le considère comme un défenseur central vraiment à part. Pour moi, déjà la saison dernière, il fait une saison impeccable avec Arsenal.
super saison, très très solide dans sa défense avec Gabriel. Et son euro, encore une fois, où est-ce qu'il fait une performance extraordinaire. Encore une fois avec Upamecano. Non, vraiment patron de la défense, super solide, mais très élégant. C'est la nuance, c'est qu'il peut être très bourrin, donc très gros coup d'épaule, comme très 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 classe avec des reprises de ballon, mais wow, digne de défenseurs italiens tels que Maldini. Parce que, bon, bien sûr, je ne comprends pas Saliba et Maldini, mais je veux dire que il peut être très très classe. Et oui, donc pour moi, c'est vraiment un patron dans cette défense d'Arsenal, comme de l'équipe de France. C'est un de mes joueurs préférés de l'équipe de France. Et j'ai pas énormément de choses à dire sur lui. C'est un joueur rapide, solide, comme je l'ai dit, et très classe. Et je pense qu'avec le temps, il peut devenir encore meilleur, tout simplement. Et là, le dernier. Donc, là, c'est Milan, donc c'est pas mon club. Mais on peut en parler quand même. Parce que faut parler de tous les clubs. Donc, j'ai choisi. Alors là, c'est très dur à dire son prénom. Désolé au Serbe. Stranja Pavlovic. Pavlovic, c'est pas très dur à dire, mais Stranja, c'est différent. Donc, oui, comme je dis, Stranja Pavlovic, défenseur central serbe de 23 ans, 1m94, pardon. C'est vraiment une base ce joueur. Moi, personnellement, vous verrez une photo de lui, je trouve qu'il ressemble à un mafieux. J'aimerais pas être en face de lui sur le terrain. Je pense que t'as la boule au ventre quand tu sais qu'il te tient au marquage, t'as pas envie d'être avec lui. Même au corner, franchement, t'es pas à l'aise. Donc il est arrivé cet été en provenance du RB Salzbourg pour 18 millions d'euros. Je l'ai choisi parce que je trouve pas ça marrant déjà de parler d'un joueur aussi connu que Léao, parce que j'ai envie de faire découvrir des joueurs aussi pas forcément connus qui vont pour moi émerger cette saison grâce à la Ligue des Champions. Donc oui, je trouvais pas ça drôle de parler de Léao, donc j'ai choisi lui parce qu'il est, je pense que peu de personnes le connaissent, à part vraiment les experts. Enfin, les experts, j'abuse, mais les gens qui s'intéressent au moins. Donc, ouais. Et je pense que pour ceux surtout qui adorent les défenseurs rugueux, vous allez être enfin, pas surpris, vous allez juste kiffer. Ouais, si vous adorez la défense bien dure, bien brute, vous êtes satisfait et impressionné. C'est vraiment un joueur très très solide et très rugueux. Pour moi, je vois bien exploser cette saison parce que avoir défendre, c'est impressionnant déjà. Vraiment, il est impressionnant d'avoir défendre. Faut être très 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 courageux pour aller au contact contre lui parce que je peux vous dire qu'il vous envoie un coup d'épaule là et je pense que ça peut vraiment blesser un joueur. Franchement, force aux buteurs qui iront contre lui, aux attaquants, parce qu'il va tous les arracher. Bien sûr, j'abuse, mais c'est un joueur très solide et il est très impressionnant d'avoir joué. Et c'est vrai que bon, j'aimerais pas être contre lui, hein, c'est sûr. Autant sur un terrain qu'autant dans une cage de MMA, j'aimerais pas. En tout cas, moi, si je pense qu'il va surtout exploser cette saison, c'est parce que il est à Milan. Donc, je vais pas vous faire un cours d'histoire, mais on sait bien que Milan et en général les clubs italiens, c'est le meilleur pour la défense. Donc, je pense qu'il peut apprendre énormément de la défense italienne. Déjà qu'il a une super défense, je trouve il a le profil de toute façon d'un grand défenseur. Il lui manque plus que la technique et de l'affiner un peu. Et il va être super, je pense. Si Milan lui apprend bien, il n'y a aucune raison qu'il ne devienne pas un grand défenseur. En tout cas, moi, nous à la Juventus, ça marche bien avec nos défenseurs. On a bien formé Bremer, on a super bien formé. Bremer, il était déjà à Torino avant, mais bon, on l'a plutôt bien formé. Gatti aussi. Bon, ouais. En tout cas, j'espère que Milan feront bien le travail avec lui parce qu'il y a des choses à faire. Parce que oui, il est encore un peu brut, un peu brouillon, je trouve, mais avec du travail, de l'acharnement et de la rigueur, il peut devenir un très grand défenseur central italien. Bon, il est serbe, hein, mais en Italie, je parle. Et en plus, il a déjà marqué un but. En 3 matchs, il a mis un but. Donc c'est mieux que certains buteurs. C'est pas pour mettre des balles à certains buteurs, bien sûr, n'inquiétez pas. Et donc voilà. J'ai fini les 36 clubs. Je me rends pas compte, j'ai l'impression d'être allé vite, j'ai l'impression que j'ai oublié des clubs. Bon, bref. Je vous fais une conclusion vite fait. Donc, merci à tous déjà d'avoir écouté cette vidéo. C'est pas forcément les vidéos préférées des gens parce que c'est long et c'est redondant. Autant pour vous, pour moi, je suis d'accord. Moi, je voulais la faire parce que j'aime énormément parler de foot. J'aime énormément apprendre des choses sur le foot. J'aime énormément faire apprendre aux gens des choses.
Donc je suis très content de faire cette vidéo et je m'en plains pas. Je dis juste que c'est une vidéo qui va pas plaire à tout le monde parce qu'elle est longue, elle est redondante parce que chaque club je réexplique les choses et j'ai pas non plus un vocabulaire, je considère avoir un vocabulaire assez bon, mais il y a des mots qui se recyclent parce que j'ai pas forcément encore le meilleur vocabulaire. Donc je peux comprendre que certains ne regarderont pas toute la vidéo, ce qui est normal. Il y a des moments redondants. Même moi, je suis pas sûr de la regarder en entière, à part pour le montage. Euh, et je crois que je viens d'apprendre que Rabiot est assigné à l'OM. Je sais pas, je vous dirai ça plus tard. Mais si c'est le cas, c'est une dinguerie. Parce que j'ai reçu une notif, mais je suis pas sûr. Donc merci en tout cas à tous. Donc c'est une vidéo vraiment, ça fait brouillon parce que je parle de tout. Là, je parle de Rabiot, je parle énormément de choses qui sont pas forcément en sujet avec la Ligue des Champions. Des fois, je fais des apartés. Je trouve que c'est important. Je veux vraiment faire un truc un peu proximité. J'aime bien faire des vidéos comme ça. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Il y aura des vidéos beaucoup plus narratées. Bon, narration en gros. Parce que juste, j'aurai mon texte, je lirai. Ça sera très carré, très sérieux. Mais j'aime bien faire des vidéos où je parle juste. Ça fait très podcast. Ça fait même pas très vidéo YouTube. Je suis désolé. Et j'espère que vous aimerez cette vidéo. Vous aurez aimé, pardon, cette vidéo. Et donc, je comprendrai parfaitement si vous n'êtes pas fan du concept. Même moi, j'aurais du mal à regarder cette vidéo en entière, à mon avis. Mais bon, en tout cas, je suis content d'avoir essayé. C'était du travail pour moi. Ce qui est normal, bien sûr. Le travail, c'est important. Et donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et d'être arrivé jusqu'à ici. Donc, merci beaucoup. Donc, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée. Ciao.